Je voulais juste fumer une cigarette tranquille, mais les monstres ne s'arrêtent pas. Comment ai-je atterri dans ce monde? Le dieu démon s'ennuyait et a créé Alation pour se divertir avec des combats. Mais honnêtement, je crois qu'il est déçu. Dans les 10 dernières minutes, il m'a vu pleurer parce que je n'arrivais pas à allumer ma cigarette et que j'ai failli me faire tuer par un lapin en colère. Même les autres humains ne me respectent pas. Ici, on me traite comme une poubelle, mais je sais comment devenir plus fort, éliminer un maximum de monstres. Je peux échanger des yeux et des dents contre des points plus précieux que l'argent. Mais ce qui m'intéresse, c'est le cœur, qui augmente les stats. Même si le goût est horrible et que le noyau est bas de gamme, avec un goût de brûlé et de sirop contre la toux, ma force augmente. Je vais devenir plus fort en les dévorant et un jour, je me vengerai de ceux qui m'ont jeté ici, du dieu démon. Ma vengeance sera terrible, mais ma gastrite, pire. J'ai eu la chance de trouver un maître sans bras, que je dois nourrir et à qui j'allume sa cigarette. Je l'ai sauvé dans la forêt et maintenant il m'enseigne tout. Je suis son briquet portable. Aujourd'hui, en allant vendre des objets, j'ai croisé le guerrier lycéogin, un puissant Oran. Il avait des monstres rares et leur cœur comme trophée. J'aurais tant voulu manger un de ces noyaux. Combien de niveaux et de points cela vaudrait? Ça aurait aussi le goût de pneus brûlés? Ma cabane loin de la ville m'a coûté 8000 points, donc je dois aller vendre le butin des monstres à la tour centrale de Medi Village, où se trouve l'administratrice générale, la démon Christa. D'un claquement de doigts, il active la marque sur les cœurs des habitants d'Elsion. C'est ainsi que les points sont enregistrés et tout ce que j'ai rassemblé est vite vendu. C'était si peu que le démon a ri de moi, mais un jour je le tuerai, même si c'est en riant trop. Je dois retourner à la chasse. Je ne vais pas devenir plus fort juste en les haïssant. Je dois consommer un maximum. Ce noyau a un effet variable selon la personne. D'après mon maître, la moyenne est de 0,6 expériences par jour pour la plupart. Notre protagoniste obtient 0,02 expériences par noyau de gobelin. Actuellement, il y a 4 attributs initiaux et tout le monde commence au niveau 7, qui peut aller jusqu'à 1, le plus fort, pour notre loser qui n'appartient à aucun clan. Il doit consommer au moins 50 gobelins par jour, juste pour rester au niveau de tout le monde. Alors il retourne à la chasse, tuant de nombreux monstres chaque jour depuis 3 semaines. Son épée est déjà à sa limite. En pensant à en acheter une autre, quelque chose apparaît derrière lui. Le monstre frappe vite. « C'est toi qui as massacré mon peuple ?» demande-t-il. C'était la première fois que le protagoniste voyait un monstre parlant. « Tu n'as jamais vu un gobelin comme moi » dit le chef Karakra, le défenseur gobelin. Ce n'est qu'à ce moment-là que le garçon se rappela que son maître l'avait averti des monstres intelligents, mais pas de leur arrogance. Le gobelin voulait le tuer. Karakra se moquait de sa faiblesse. Il avait des attentes, car beaucoup de ses camarades étaient morts par ses mains, mais il pouvait vaincre cet humain en utilisant seulement ses poings. Trouvant cela étrange, le garçon dit qu'il parle comme un humain pour quelque chose créé dans ce monde. Curieux, le gobelin demande de quoi il parle. La vérité, c'est qu'au cours des 3 dernières semaines, il a chassé entre 40 et 60 gobelins chaque jour, totalisant plus de 1000. Cette forêt est très petite et il n'y a même pas une seule maison de gobelins. Alors comment peuvent-ils être si nombreux chaque jour? Karakra tire-t-il des gobelins ou quoi? Ce que le garçon veut dire, c'est qu'ils ne sont que des monstres qui répondent sans fin. Soudain, le gobelin rit de façon incontrôlable, si fort que les oreilles du garçon lui font mal. Il dit qu'il n'est pas jetable comme les autres, mais ne veut pas en parler. Puis il dit au garçon de se taire et qu'il le récompensera s'il parvient à l'infliger une blessure. En d'autres termes, il doit le vaincre pour apprendre. Le garçon charge avec force, utilisant le poignard comme une épée longue, essayant de créer une ouverture. Mais le monstre est très intelligent. Alors le garçon change son attaque, mais le gobelin la bloque aisément et contre-attaque. À ce moment, le garçon dit qu'il doit gagner sa récompense. Le gobelin rit, trouvant cela enfin amusant. En une fraction de seconde, il est juste devant lui, beaucoup plus rapide. Rapidement, il atteint le garçon et le frappe plusieurs fois, le projetant contre un arbre, qui a gagné le combat. Plusieurs côtes étaient cassées. Le monstre, excité par le combat, s'apprêtait à donner le coup de grâce. Mais le garçon s'est enfui, déterminé à en savoir plus sur les démons. Alors, il reprend l'échange de coups avec le monstre, le forçant à reculer. Le gobelin se demande comment le garçon continue à bouger malgré ses côtes cassées et son bras gauche blessé. Il redemande comment le gobelin est arrivé à Elsion. Excité par le combat, le monstre dit qu'il répondra en se battant. En vérité, il n'a pas été traîné ici, il est venu de son plein gré. Engagé par des démons, il est un mercenaire, un agent libre du mal. En entendant cela, le garçon lui demande comment quitter cet endroit. À ce moment-là, le monstre pensa que le garçon avait baissé sa garde. Mais il reçut un violent coup de pied au ventre et plusieurs coups de poignard. Le monstre saignait et tenta de riposter, mais le garçon, déterminé,
Enfin, tout était fini. Le chef gobelin avait perdu, mais il n'était pas mort et décida de tout révéler. Il avait été trompé par les démons et piégé là à cause d'un faux contrat de mercenaire, ce qui l'empêche de retourner chez lui. Réalisant qu'il ne peut plus obtenir d'infos du gobelin, le garçon dit qu'il s'en va. Mais le monstre insiste pour sa récompense et promet de donner des conseils. Alors, le garçon lui offre une cigarette. Oui, le monstre fume avec lui. Ce salaud passe tout son temps à fumer et veut maintenant rendre le monstre accro. De retour à la tour, le démon continue avec les moqueries. Le héros doit être soigné. Le démon a accepté de le faire en échange de 10 000 points. Il a donc commencé à guérir chaque blessure avec un petit sort. Celui aux ailes noires a compris que l'aventure avait dû rapporter beaucoup d'argent, sans la plainte habituelle sur le coup. Notre héros a remis un sac au démon, curieux de savoir ce qu'on pouvait en faire. L'administrateur savait que ce n'étaient pas des matériaux ordinaires. En les voyant, il fut choqué. Ces hommes que le jeune homme avait tués étaient le puissant chef gobelin. Mais l'humain n'a pas identifié la réponse du démon alors qu'il incitait à montrer ses options. Alors, d'un rapide claquement de doigts, un panneau de fenêtre est apparu devant notre héros. Alors qu'il s'apprêtait à choisir parmi les nombreuses options, il se remémora sa dernière rencontre, où le puissant guerrier lui avait demandé d'être dévoré, se demandant si son tueur et les autres gobelins connaissaient la méthode secrète, contrairement à lui. Chalmuyuk affirmait le savoir, mais avait encore des doutes. Le chef gobelin comprit que l'hésitation du jeune homme venait de ses caractéristiques humaines inhabituelles, ce qui n'était pas surprenant pour l'humanité. Il lui demanda de ne pas y prêter attention, car c'était un honneur de devenir une partie de son tueur. Le monstre mourant pressait le protagoniste d'utiliser son corps, même si le jeune homme avait encore des doutes. Il expliqua que ses ongles étaient précieux pour leur robustesse. Cela dit, l'humain n'avait d'autre choix que d'accepter et d'exprimer sa gratitude envers le gobelin mourant. Karakra s'excusa d'avoir entraîné le protagoniste dans ses étranges fantasmes une dernière fois avant de passer de vie à trépas. De retour au présent, alors que le jeune homme regardait le panneau qui expliquait que la lentille du chef pouvait améliorer sa vision, le héros réalisa encore une fois comment le gobelin avait obtenu ce qu'il voulait. Et malgré le fait qu'il savait qu'il était un monstre, c'était le seul autre à converser avec lui à part le maître. Et alors qu'il commençait à penser que le chef gobelin ressemblait plus à un ami, il demanda au démon de lui transplanter ses yeux et ses dents, avant de demander si c'était aussi possible avec ses ongles. Le démon confirma que c'était possible, et quand on lui demanda si c'était ajustable, il affirma que tout était possible avec de l'argent. Le jeune homme remercia alors le gobelin devenu partie de lui. Plus tard dans la nuit, Chalmuyuk admirait ses griffes de Wolverine, ce qui fit réprimander son maître pour son côté geek. Quand il demanda si c'était un greffon étrange, l'homme sans bras confirma que non, parfait pour les attaques sournoises. Chalmuyuk regretta d'avoir dépensé tant de points pour ajouter les restes de son ami à son corps. Ses armes de rang 7, impossibles à restaurer, évoluaient avec leur propriétaire. Le maître demanda si Karakra avait un cœur, ce qu'il confirma. En soulignant à son élève, cela devait lui avoir donné une grande expérience. Il réalisa à quel point son esprit semblait loin, et voyant que son élève avait quelque chose en tête, il décida d'en parler pendant une pause. Le maître expliqua combien les chefs gobelins sont fiers et que c'était la première fois de son disciple face à un monstre intelligent. Avant de dire que le jeune en rencontrerait d'autres en chemin et pourrait avoir des conversations sincères avec eux, comme celle avec le chef gobelin. En voyant la surprise du jeune homme, son expression en disait long. Il conseilla à l'élève de ne pas hésiter à tuer pour progresser, comme le chef gobelin l'aurait conseillé. Le maître expliqua que malgré la mauvaise sensation de tuer une créature sensible, c'était nécessaire ici, la confiance et la miséricorde pouvant mener à des désastres. Avant de se donner en exemple, le maître expliqua que pour être heureux, il fallait vivre pour raconter son histoire, et que les griffes qu'il avait été la preuve qu'il était un guerrier. Selon lui, son disciple avait tout à fait le droit d'être fier. Flatté, le jeune homme remercia son maître pour ses mots réconfortants. Quand on lui demanda son niveau de progression, il affirma qu'il avait dépassé toutes ses attentes. Le lendemain, il allait tester ses griffes. Il fonça droit devant, avant de trancher un gobelin avec sa nouvelle arme, le laissant dans une grande douleur. Avant de finalement le tuer, le Wolverine coréen secoua le sang de ses griffes, éclaboussant le sol de bleu. En absorbant le chef gobelin, les PV et la force du protagoniste augmentèrent de 10%. Plus tard, sur le même terrain de chasse, Chalmuyuk commença à penser à son adaptation à sa nouvelle greffe. Ses noms devenant vraiment ses extensions, le jeune homme fut choqué de constater qu'il ne ressentait aucune douleur en utilisant les griffes sur lesquelles il avait un contrôle total. Alors qu'il pensait à la puissance qu'il voulait pour répondre aux attentes de son maître et du chef gobelin, au bord d'une décision cruciale, quelqu'un l'appela soudainement.
Quand le héros lui demanda comment il savait où il était, il prétendit ne pas le traquer, juste s'être arrêté pour dire bonjour. Avant d'ajouter que le héros ne fréquentait pas beaucoup d'endroits et qu'il n'avait pas trouvé de monstre à chasser, d'où sa promenade. Cela mit le protagoniste en colère, et son corps choisit d'aborder des affaires plus sérieuses. En entendant des rumeurs sur sa victoire contre un puissant ennemi, Shamuyuk, son arme secrète ayant été repérée, il traita le bully de Stalker encore une fois, mais Byung-chul décida de passer aux choses sérieuses. Avant de révéler que c'était l'administrateur qui lui avait dit cela, et qu'il était sûr que le gros coup n'avait pas rapporté grand-chose au jeune homme, le tueur de gobelins était en colère contre Krista, soulagé que ses griffes de Wolverine n'aient pas été remarquées. Le garçon saisit rapidement le héros et demanda une part de sa récompense. Byung-chul lui rappela qu'il ne restait moins d'une semaine, et que la façon dont il traitait le protagoniste dépendait de la façon dont celui-ci le traitait, d'où sa demande de rester de bons amis. Après avoir suggéré de se revoir après avoir choisi leur classe, le bully partit, laissant notre héros plein de fureur, au point de vouloir le poignarder dans le dos avec ses nouvelles griffes. Pourtant, il abandonna rapidement cette idée. Étonné d'avoir perdu son calme, il se rappela qu'il était impossible de tuer le bully, qui était également protégé par une guilde. Bien que cet endroit ressemble à un jeu, on pouvait toujours perdre un bras ou une jambe, le concept de PV n'existant pas, et malgré sa capacité à faire des attaques surprises, il devait attendre. Dans 6 jours, les aventuriers auront passé 5 mois sur le continent et devront choisir une classe pour devenir résident officiel, ce qui leur donnera de nouvelles statistiques et la capacité d'utiliser des compétences. Pourtant, ces grandes capacités viennent avec de grands inconvénients, car cela signifiait que ceux de rang 13 pourraient s'entretuer. Actuellement, ces aventuriers ne pouvaient pas se tuer à cause du puits des démons, mais tuer et voler deviendra crucial après 6 jours. Ceux présents sur le continent le plus longtemps sont souvent les plus en sécurité, mais leur protection ne dure qu'un an. Notre protagoniste, sans clan ni guilde, décida d'utiliser ses connaissances avec son maître et le chef gobelin pour devenir plus fort pour survivre, et pour gagner en puissance, le jeune homme devait d'abord prouver sa valeur et ses griffes. Repéré par le monstre Patra, le jeune homme pensa à cette créature ressemblant à une grenouille géante, dont la langue venimeuse était utilisée pour attaquer avec rapidité et agilité. C'était plutôt difficile à tuer et dépourvu de cœur, ce que le chasseur avait toujours évité. Pourtant, il se retrouva devant la langue géante aujourd'hui, visant à l'utiliser comme un mannequin d'entraînement pour sa nouvelle arme. Cela dit, le jeune homme se lança et évita la langue venimeuse de justesse. Il sourit, sa théorie étant confirmée. Le protagoniste qui avait tranché la langue venimeuse pouvait maintenant prédire le schéma d'attaque. Patra était laissé dans une grande douleur. De plus, l'humain décida de ne pas laisser la grenouille géante riposter et de mettre fin au combat lors de la prochaine attaque. Alors qu'il s'apprêtait à porter le coup final, la grenouille géante sauta dans les airs, atteignant le ciel. Avant de se repositionner et de tomber la tête la première au sol, comme une météorite descendant des cieux, la grenouille géante ouvrit aussi sa bouche pour l'avaler tout entier. Le jeune homme, surpris par la vitesse, réalisa qu'il devait se retirer. Pourtant, il rejeta rapidement cette idée, ayant décidé de faire confiance au don du chef gobelin, et se redressa. Avant de sauter dans les airs et de charger vers la grenouille qui arrivait, humains et monstres se faisaient face. Et ainsi, le choc final eut lieu. La granouilla resta immobile. Son corps gisa à côté de notre héros. Il était encore étonné d'avoir remporté un combat en 1 contre 1. Ses griffes avaient prouvé leur puissance et leur précision. Cela lui fit encore une fois admettre la puissance du chef gobelin. Le jeune homme, certain de ne pas avoir de défi avec sa nouvelle arme et sa future classe, avait d'abord une affaire cruciale à régler, nécessitant une grande concentration pour son maître et son ami tombé. 6 jours passèrent. Notre héros se présenta devant la tour de sélection pour choisir sa classe. Bien que ce fût simple, il ressentait de l'anxiété. Il décida néanmoins d'entrer dans la tour en franchissant ses grandes portes. Selon la rumeur, ce ne serait pas l'administrateur général qui lui donnerait sa classe, même si l'intérieur de la tour ressemblait à son domaine. À ce moment-là, le Wolverine remarqua une étrange boîte cadeau sombre devant lui. En le voyant, le héros commença à douter s'il devait l'ouvrir ou non. Après un moment de réflexion, il céda à la tentation. En l'ouvrant, une forme étrange en sortit. Avant une énorme explosion, notre héros se retrouva devant une entité géante souriante. Ce type de démon était l'un des plus détestés par le protagoniste. Un champ de plantes invita le jeune à s'approcher. L'entité se présenta comme Jack in the Box et accueillit le protagoniste à ce qu'il appela la consécration de la première bénédiction. Jack demanda au jeune son avis sur son apparition soudaine. Mais notre Shamuyuk, dérouté, interrompit.
Le bouffon expliqua que l'humour dans lequel il excellait était crucial pour tous les démons. Il éclata de rire en entendant le héros dire qu'il n'avait pas de temps à perdre et voulait aller droit au but. Il décida donc d'accorder au jeune son souhait. Le clown présenta alors au tueur de gobelins plusieurs classes. Jacques avait sélectionné les classes qui intéresseraient le plus notre héros, où il devait juste s'arrêter 2 fois sur le panneau de son choix. Le protagoniste, agacé par la bibliothèque du démon, avait du mal à choisir malgré sa décision déjà prise. Bien que la classe ne soit pas cruciale, il fallait rester prudent. Chaque classe accordait un avantage appelé privilège colonial, le meurtre étant la classe la plus choisie, car elle augmentait la force, la statistique la plus cruciale sur ce continent, où la plupart des plus grands noms l'avaient choisi. Notre héros savait que s'il devenait maraudeur comme son maître, il pourrait bénéficier de son expérience. Pourtant, il opta pour une autre classe, le chasseur. Jacques loua le jeune pour son choix, lui annonçant qu'il commencerait la procédure tout de suite. Et avec le sort en train d'être chanté, le jeune homme était désormais changé à jamais. Shamu-Yuk resta stupéfait, car il était devenu un résident officiel du continent, avec 2 têtes et 3 compétences propres à sa nouvelle classe, en plus d'avoir acquis la statistique pouvoir magique. La créature agaçante demanda alors au protagoniste s'il était satisfait de son choix, et il affirma qu'il devait encore le tester. Notre héros pensait que ce double lui permettrait de doubler son taux de croissance pour les PV en consommant des cœurs de gobelins avant de se pencher sur le statut magique. En voyant que ce n'était pas spécial, il pensa qu'il devrait consommer beaucoup de cœurs pour l'améliorer. En réfléchissant à l'impact sur ses compétences, Jacques dit qu'il devait encore choisir une compétence unique. Et alors que le démon expliquait que c'était la plus grande bénédiction pour les débutants en énumérant les compétences, notre héros demanda le camouflage du lézard bijou, ce qui intriguait Jacques. Il répéta son choix. Le démon tenta d'argumenter qu'il y avait de nombreuses autres options, mais le jeune homme insista sur son choix. Le clown amusé décida d'accorder son souhait, lui demandant de ne pas pleurer plus tard. Et ainsi, Shamu-Yuk acquit la compétence qu'il avait demandée. Jacques demanda au jeune homme pourquoi il avait fait ce choix, mais en voyant sa façon de poser la question, il s'interrogea s'il devait répondre. Le clown affirma que non, puis changea soudain de forme, montrant 3 yeux de plus. Jacques affirma que sa curiosité serait satisfaite, et que le jeune homme était obligé de répondre honnêtement. Le démon imposant rappela au jeune homme qu'il devait toujours essayer d'être respectueux devant leur race supérieure. Pourtant, le héros imperturbable demanda à l'entité si elle était vraiment déterminée à entendre sa vraie réponse. Le géant démon reprit alors sa forme originale, retrouvant son sourire et affirmant que le jeune homme devait se détendre, car il ne faisait que jouer. Shamu-Yuk ne put s'empêcher de se sentir en colère. Cela dit, Jacques loua le jeune homme d'être resté en vie aussi longtemps avant d'expliquer que les vraies difficultés commençaient maintenant après qu'il ait choisi sa classe, et vit le démon dire adieu à son ami, lui souhaitant prospérité. Lorsque le jeune homme sortit en fin de la tour, il pénétra dans une ruelle d'un village. Notre héros commença à suer à grosses gouttes, pensant qu'il allait rencontrer sa fin, tant il était submergé. Cela lui fit douter de l'aura des démons plus puissants, réalisant à quel point celle de la sélection de classe était imposante. Le protagoniste commença à douter de ses capacités à les affronter et à fuir l'enfer qu'ils avaient créé. Cette nuit-là, le maître était intrigué par la compétence unique de son élève. Le jeune homme confirma son choix. Quand on lui demanda s'il comprenait l'importance de cette première compétence, il affirma que oui. En dehors de celle accordée à l'aventurier lors de la sélection de classe, il n'y avait qu'une seule véritable manière pour l'aventurier d'acquérir sa compétence, qui était de découvrir qu'on pouvait l'acheter ou l'obtenir d'un monstre tombé, sa valeur étant proportionnelle à sa rareté. Pourtant, vu leur prix élevé par rapport à leur utilité, la meilleure méthode était de les acquérir en chassant, en ciblant des monstres puissants pour obtenir de grandes compétences. La raison pour laquelle la première compétence unique était si cruciale est qu'elle était la seule à pouvoir être acquise sans difficulté. Le jeune homme avait ses doutes sur la raison de son choix, mais son maître lui demanda de s'exprimer immédiatement. Selon notre héros, le camouflage du lézard bijou permettait de réorganiser la valeur numérique exacte du statut pendant une courte période, ce qui signifiait qu'il pouvait être utilisé dans n'importe quelle situation. Le maître affirma à son élève, sans voix qu'il y avait beaucoup d'autres compétences meilleures. Pourtant, le jeune homme affirma que ces meilleures alternatives étaient difficiles à apprendre ou à obtenir, et qu'il avait ses raisons. Comme c'était une compétence unique qui ne dépendait pas du pouvoir magique, et voyant que les compétences uniques pouvaient être affinées, le camouflage du lézard bijou avec un taux de croissance de 0,5% deviendrait sûrement une carte sauvage dans son arsenal. Le jeune homme répéta qu'il avait fait le bon choix, adapté à son faible pouvoir magique, ce qui lui valut les éloges de son maître. Ainsi, l'homme sans bras afficha un sourire, déterminé à tirer le meilleur parti du potentiel de cette compétence, avant d'expliquer qu'il avait un monstre en tête qui serait bien meilleur que les gobelins. Le lendemain, dans une autre
Et à cet instant, il le vit. Le monstre évoqué par son maître avait aussi repéré le protagoniste. Shamuyuk savait que cette créature vivait seule dans un vaste territoire, idéal pour de longues chasses. D'abord, l'utiliser pour s'entraîner lui permettrait de vaincre d'autres et de gagner des points. Chasseur et chassé étaient face à face. Le consommateur de cœur chargea, pensant à sa bille. Cela dit, il choisit d'utiliser sa compétence unique pour concentrer toutes ses statistiques sur la force et l'agilité afin d'éliminer cet ennemi rapidement. Shamuyuk ignora la baisse de son endurance, sûr de finir le combat d'un coup, mais à ce moment, le jeune homme s'alerta. Alors que le monstre se réajustait, avant de donner un puissant coup de pied qui contrait les griffes de ses peurs, le monstre à la tête large avait submergé le Wolverine coréen. Notre héros, qui avait enfin été témoin de l'attaque rapide du saut de la créature, réalisa que c'était son agilité améliorée qui lui avait permis d'éviter un coup mortel. Le jeune homme comprit que le mouvement de la créature prenait du temps à se réinitialiser et qu'il l'aurait éliminé au contact direct. Le protagoniste décida de l'achever avant que la compétence ne se réinitialise. En voyant que son attaque échouait, il pensa qu'il n'était pas assez rapide. Il réalisa alors qu'il devait parer une attaque. Ainsi, le chasseur encaissa la queue du monstre, le projetant à quelques pieds. Pourtant, cette erreur permit au jeune homme de saisir fermement la puissance de la queue de la cible. Il comprit aussi que sa compétence unique était de vaincre le kangourou porcin. Il esquiva la mort écrasante, mais trouva le monstre juste au-dessus de lui peu après. La créature poussa un rugissement avant de se préparer à balancer sa gigantesque queue. Mais au moment de frapper, le protagoniste avait disparu. C'est alors que le jeune homme apparut juste derrière elle, laissant le mutant dans une situation délicate. Pourtant, le chasseur savait très bien que la victoire était déjà acquise, car il trancha à travers la poitrine du monstre avec ses griffes, le faisant cracher du sang et crier. Tandis qu'il enfonçait fermement ses extensions dans le monstre, son corps devint inanimé. Le héros tenta de reprendre son souffle. Maintenant que la créature était tombée aux mains de la mort, notre héros s'allongea sur le sol et leva ses griffes vers le ciel, pensant à la facilité avec laquelle il avait remporté la victoire. Shamuyuk trouva que le combat s'était terminé rapidement, même pour un monstre. Il commença à réfléchir à la façon dont les griffes de son ami se combinaient avec ses compétences. Les statistiques qu'il avait accumulées sur le monstre et ce qu'il visait lui donneraient encore plus de pouvoir. Ainsi, le chasseur chanceux était maintenant en possession du cœur du monstre. En le consommant, il découvrit qu'il était plus savoureux que celui d'un gobelin. Le protagoniste fut émerveillé de voir que sa force avait augmenté de 0,16%. Cela le rendit ravi, car ces gains équivalaient à l'amélioration combinée de 6 cœurs de gobelin avec les objets en main. L'administrateur général souligna que le nombre d'os de queue, de foie et de tendons du qualo rapportés par notre héros s'élevait à 1190 points. Cela réjouit le jeune homme, car après avoir chassé le monstre pendant presque un mois, il avait accumulé un total de 29 450 points. Il continuait d'augmenter son ratio quotidien de tuerie de qualo à 360 au total. Les effets des cœurs le ravissaient, uniques en leur genre. Mais alors qu'il pensait à cette créature, plus petite que les gobelins et promettant un meilleur gain, le démon l'interrompit, l'incitant à sortir s'il n'avait rien d'autre à faire. Le protagoniste affirma qu'il avait encore des affaires. Les noirs ailés, agacés, supposèrent que le jeune homme allait acheter des cigarettes, mais en entendant son désir de payer son loyer d'avance, il le réprimanda pour cette mauvaise décision, car ces temps étaient imprévisibles malgré l'argent du jeune homme. Le démon lui demanda s'il avait besoin d'autre chose, alors le jeune homme révéla qu'il s'abstendrait de la chasse forcée. Cette révélation choqua la créature, qui expliqua qu'il devrait payer un total de 10 000 points pour échapper à la tâche. Voyant le héros insister, il lui rappela à quel point la première chasse forcée pouvait être fructueuse, mais il resta ferme dans sa décision. Ce manque de courage, malgré son pouvoir, divertit grandement le démon, qui exauça le souhait du jeune homme, affirmant que se retirer pouvait aussi être un plan. Ainsi, le loyer et la pénalité furent payés d'un coup. Shamuyuk savait très bien qu'il pouvait probablement obtenir un excellent équipement en tuant des monstres faibles lors de la chasse forcée, et même obtenir des anneaux de compétence si la chance lui souriait, mais il devait l'éviter pour assurer sa survie. Comme lors de la première chasse, notre héros ferait face à tous les concurrents soutenus par un groupe qui pourrait mettre en danger ses revenus et sa vie. Le jeune homme prévoyait également de s'infiltrer dans les zones de chasse des clans et des guildes pour farmer des points, pendant que tous seraient distraits par la première chasse. Voyant que malgré l'efficacité des anneaux de compétence, les points d'équipement offraient toujours plus de possibilités, le protagoniste était sûr d'avoir bien agi en rentrant chez lui. Mais en découvrant l'intérieur, il fut horrifié de voir son maître au sol. Shamuyuk se précipita vers son maître. L'homme expliqua qu'il avait reçu quelques coups. Le disciple l'installa confortablement avant de lui demander qui étaient les coupables. Celui qui avait battu le maître s'avéra être un homme connu sous le nom de Park
Lorsqu'on lui demanda la raison de cette violence, le maître expliqua que certaines guildes formant une expédition avaient besoin d'infos de sa part. Comme de nombreuses zones de ce continent étaient inexplorées, les dévoiler apporterait une grande fortune, c'est pourquoi il avait été battu, car il avait des infos sur une zone inconnue. Cela confusa le jeune homme, qui voyait comment le voyou aurait pu lui demander poliment. Mais le maître affirma qu'il n'en avait pas besoin, car il était une source d'infos faible, avant de souligner la gentillesse de son élève, ce qui mit Chamujuk en colère. Le maître demanda à l'élève d'éviter le combat direct avec l'homme qui pourrait venir, car il n'avait pas eu d'infos la première fois. Mais le jeune en colère expliqua qu'en tant que novice, il était invincible face aux résidents plus âgés. Pourtant, en entendant le maître, qui avait subi une raclée à cause de ses stats, expliquer que le tyran était encore trop fort, il affirma qu'il ne chercherait pas le combat, mais se préparerait. Plus tard, en marchant dans les bois, il réalisa que ses compétences spammées s'étaient un peu renforcées. Il savait aussi très bien qu'il devait améliorer sa santé et son endurance, car cette chasse serait longue, c'est pourquoi il tenta d'équilibrer ses statistiques, mais juste à ce moment-là, quelque chose attira son attention. Le protagoniste se retrouva face à un serpent arc-en-ciel, un monstre forestier dont les yeux, le venin et la peau valaient très cher. Il pouvait aussi utiliser sa viande comme nourriture ou comme appât pour d'autres monstres. Il fut particulièrement surpris de croiser ce monstre au début de son voyage. Cela dit, la créature était sur ses gardes. Le reptile effrayé chargea le Wolverine coréen, mais notre héros frappa la mâchoire supérieure du monstre. Ainsi, le serpent arc-en-ciel fut abattu. Chamujuk s'attendait à gagner plus de points qu'il ne l'avait prévu s'il tombait sur d'autres monstres coûteux et faciles à tuer, et il était donc déterminé à nettoyer cette zone des monstres. Avant que la première chasse ne touche à sa fin, peu après, le jeune homme reprit sa position de combat, car il se retrouva face à un golem. Le silence régnait alors que le monstre et l'humain se faisaient face. Le golem fut le premier à attaquer, délivrant un coup si puissant qu'il pouvait écraser le sol, mais le héros rapide réussit à se glisser derrière lui, avant de recourir à ses puissantes griffes de gobelin et de décapiter le géant de pierre. Ainsi, le Wolverine coréen avait remporté une nouvelle victoire. Voyant que cet objet qu'il avait obtenu de ce monstre pouvait être vendu pour 3000 points, notre protagoniste réalisa que cet endroit était vraiment une poule aux œufs d'or pour les débutants. Notre protagoniste était ravi de son choix et de sa compétence unique, qui lui avait rapporté plus de 12 000 points. Il se remémora avec joie la réaction perplexe de l'administrateur général, souhaitant capturer ce moment pour toujours. Pourtant, en pensant que cette forêt appartenait à un clan majeur et que l'ivoire était inutile, il entendit soudain quelque chose. Le protagoniste sortit rapidement ses griffes, surpris qu'on s'approchait de lui sans qu'il s'en rende compte. Avec ses griffes sorties, le mystérieux caché était intrigué. Chamujuk, trop distrait par ses gains, réalisa qu'un autre concurrent dans 13 tours devait avoir sauté la première chasse, ce qui signifiait que c'était certainement un premier année. Voyant que seuls les débutants étaient attirés par cette forêt, le jeune homme spécula qu'il devrait réorganiser ses statistiques pour le combat. Mais juste au moment où le jeune homme élevait la voix en parlant à l'intrus et en l'incitant à sortir, une rousse apparut soudain des buissons. En voyant la jeune femme avec un poignard, le héros se souvint d'elle. Pendant ses 7 premiers jours sur le continent, un monstre ressemblant à un chien sauvage était apparu alors qu'il fuyait avec les autres débutants. Fr. Le protagoniste était particulièrement terrifié, mais il remarqua alors quelque chose d'intrigant. La jeune femme, dont il n'avait pas eu le temps de connaître le nom, était la seule à affronter les monstres. Alors que les autres fuyaient, elle tenait la ligne. Fr. Le protagoniste, honteux, avait lui aussi fui. En frappant la fille, il lui demanda s'ils étaient tous les deux des débutants. Il réalisa qu'elle ne se souvenait pas de lui, comme prévu. Il donna même une réponse vague quand elle lui demanda s'il était seul. Fr. La jeune femme voulait savoir depuis combien de temps il chassait ici. Mais le héros refusa de répondre, soulignant qu'ils avaient le même objectif, donc il valait mieux aller droit au but. Fr. La jeune femme annonça qu'elle chasserait à l'est pendant qu'il s'occuperait de l'ouest, le prévenant de ne pas entrer sur son territoire. Chamo Yoke. La fille, fan des X-Men, demanda au protagoniste s'il s'était inspiré de la franchise pour son arme. Fr. Le faux Wolverine affirma l'avoir choisi pour son efficacité, ce qui fit rire la fille, réticente à admettre la vérité. Cela fit légèrement rougir le jeune homme. Elle lui souhaita bonne chance. Fr. Avant de partir, Chamoyok était agacé qu'une fille se moque de lui après avoir surgi d'un buisson. En se plaignant de son attitude, il pensa à quel point il était apaisant de voir leur interaction se terminer en paix. Fr. Notre héros décida de rester vigilant, craignant une trahison. Mais en se remémorant son rire angélique, il rougit à nouveau. Malgré tout, il se ressaisit et se mit à chasser avant. Fr. Chasser serait le meilleur moyen de garder son esprit dans le jeu et de terminer sa tâche rapidement avant de rentrer chez lui. Peu après,
Il réalisa que sa fatigue constante doublait ses efforts en sortant de la forêt après une journée réussie. Fr. Cela lui fit réaliser à quel point des alliés pouvaient être pratiques, avant de penser que la fille semblait aussi être seule, ce qui l'intrigua, car elle aurait dû intégrer une bonne guilde avec ses compétences. Fr. Alors qu'il se demandait pourquoi elle était seule, il rejeta rapidement cette pensée, disant qu'il rentrerait pour manger et se reposer. À ce moment-là, le consommateur de cœur remarqua son premier gobelin. Le héros décida de faire ce qu'il avait à faire avant de rentrer. La créature était confuse, et avant de réagir, le prédateur l'avait déjà attrapée, la faisant déverser son contenu partout. Shamuhuk avait trouvé ce qu'il cherchait chez le gobelin, devenu une proie facile. Cela dit, il avala la marbre verte, et tandis qu'il était dégoûté par le goût, il fut soudainement repéré. Cela le surprit, c'était la fille de tout à l'heure. La dame dégoûtée le voyait comme un fou. Horrifié de voir son secret révélé, le protagoniste était irrité par cette rencontre soudaine, agacé que la dame ait interrompu sa chasse à ce moment crucial. Pourtant, elle, qu'il appelait fou, n'aurait pas dû voir la marbre, vu sa réaction dégoûtée. La rousse, perplexe, pensait que notre héros avait mangé le cœur du monstre. Il tenta de dire qu'il était pauvre, mais elle affirma que cela ne faisait pas de lui moins un fou. Pourtant, alors qu'il essayait de s'expliquer, elle avoua ne pas s'attendre à être hantée. À côté d'un psychopathe fou, voyant cette hostilité, notre héros affirma qu'il pouvait s'expliquer, mais la dame ne voulait rien entendre, le considérant comme un fou. Juste qu'elle était déterminée à tuer. Shamu-Iyo souligna qu'il était étrange qu'elle essaie de l'éliminer sans lui donner la chance d'expliquer ses actions. La fille s'arrêta un instant. Notre protagoniste expliqua qu'elle aurait le combat si elle le voyait, mais qu'il valait mieux résoudre cela pacifiquement. Cela dit, il sortit ses griffes pour se préparer, avant de demander à la dame quelle option elle choisissait. Selon la rousse, quelqu'un d'aussi fou que lui était trop imprévisible pour être laissé en vie, mais elle accepta de discuter, se disant pacifiste. D'abord, notre héros avait 5 minutes pour justifier ses actes. Le gobelin Slayer affirma avoir mangé le cœur du monstre, non par folie. L'intrigue se moqua de lui, voyant le cœur comme une délicatesse. Shamu-Iyo expliqua qu'il vivait avec son maître et sauveur, devenu handicapé, et que ses compétences n'étaient pas suffisantes pour qu'ils survivent tous les deux. C'est pourquoi il avait décidé d'appliquer les enseignements de l'homme et de manger des monstres pour économiser. Oui, la dame avait ses doutes. Voyant à quel point les gobelins ressemblaient aux humains alors que d'autres monstres animaliers existaient, il expliqua qu'il était contraint de consommer des gobelins pour survivre. Vivre ici était quelque peu dégoûtant, en affirmant que le goût devenait plus agréable avec le temps avant de lui en offrir, ce qu'elle refusa immédiatement. Et quand on lui demanda quand il avait pris le cœur, le jeune homme expliqua qu'il le remplaçait par des légumes. La rousse s'était gênée. Notre héros expliqua ensuite que malgré son dégoût initial, il n'avait eu d'autre choix que de l'endurer, et que lui et la dame avaient des histoires similaires, juste des moyens différents. Cela la laissa sur ses paroles. Avec cela, le Wolverine affirma qu'il n'était pas un cannibale et qu'il affirma que si elle ne le croyait pas, en sortant ses griffes, elle était libre d'opter pour l'autre option et qu'il ferait de son mieux pour gagner, voyant qu'il devait quelque chose à quelqu'un. La rousse décida de ne pas mordre à l'histoire, mais de laisser tomber, étant épuisée par la chasse et n'ayant pas assez de preuves de sa folie. Pourtant, elle lui affirma qu'au moindre signe de folie, elle chargerait sûrement contre lui. Elle expliqua aussi qu'il était libre de chasser ici à nouveau, mais de rester hors de son territoire, voyant qu'il n'était pas digne de sa confiance. Et sur cela, la dame dit au revoir à notre héros en l'insultant à voix basse, ce qu'il réussit à entendre. Soulagé, Shamu-Huk décida d'être plus prudent en consommant des cadavres, ayant failli être découvert à cause de son mensonge. Il réfléchit à la personnalité épuisante de la dame, qui poserait sûrement problème le lendemain. Le prochain fils mourut finalement sur le continent. Le jeune homme arriva sur cette scène, plutôt heureux avec son nouvel équipement. Le protagoniste avait acheté une pièce d'armure en cuir de buffle, un objet léger de durabilité de rang 7 coûtant 45 000 points. Notre héros commença à penser à la commodité de l'armure, voyant comment elle pouvait être associée à autre chose. Le jeune homme voulait aussi gagner 50 000 points de plus pour acheter une bague de compétences qu'il désirait, ce qui aurait été possible en 4 jours. Si ce n'était pour l'autre aventurière qui lui lançait des regards intrigants, le protagoniste pensait qu'elle l'attendait. Quand il l'interrogea, elle nia et dit qu'il devait délimiter leur territoire. Fait cela, la dame le prévint encore de ne pas entrer sur ses terres, mais il s'en fichait. En s'éloignant en murmurant, le protagoniste l'appela, l'irritant davantage. Shamu-Huk affirma qu'il devrait se présenter, étant donné qu'ils étaient forcés de converser, mais son idée fut rapidement rejetée. Cela laissa le jeune homme plutôt en colère contre le tempérament court de la dame qui refusa même de donner son nom, n'ayant pas confiance en lui malgré son bon comportement. Il se rappela comment
Le héros agacé prit une petite pause pour fumer et entendit une voix inattendue. Alarmé, il se cacha derrière la ville, pensant que les intrus avaient aussi évité la chasse. Avec les deux nouveaux visages dans la forêt brillante, le fumeur était sur ses gardes, ayant reconnu les deux comme étant du même tour que lui. Pourtant, il ne pouvait se souvenir d'eux que parce qu'ils n'étaient pas coréens. Les deux hommes discutaient de la façon dont ils devraient avoir suffisamment de points et d'équipements pour piller. Alors qu'ils continuaient leur conversation dépourvue d'honneur, le protagoniste réalisa qu'il prévoyait d'attaquer la dame. Après avoir réfléchi un moment, il pensa qu'il serait sage de s'en débarrasser pour son propre bien, car il prévoyait d'attaquer la fille et de rôder dans la forêt jusqu'à la fin de la chasse. Pourtant, ignorant la puissance de ces deux-là, il supposa qu'avec la dame, ils étaient de même nombre et que se battre valait le coup. Mais en planifiant de tuer le premier par surprise et le second seul, il réalisa ce qu'il venait de penser. Alors qu'il avait prévu de prendre sa première vie sans hésiter, il pensa qu'il avait changé à cause de la chasse aux gobelins. Cela lui rappela sa victoire sur le chef gobelin, mais il était sur le point de se retirer alors que les embusqueurs disparaissaient. Il décida de mettre cette affaire de côté pour se concentrer sur eux. Le gros demanda à son ami de se cacher pendant qu'il cherchait leur cible. Après un moment, elle fut repérée. La dame au poignard se battait contre un insecte géant. Le gros ordonna à l'autre de se cacher dans les buissons, là où il supposait qu'ils attendaient la bonne occasion, mais ne pouvant les entendre, il pensait que la dame devrait facilement se débarrasser d'eux deux. Mais à la fin, il remarqua qu'un des embusqueurs ne tenait pas d'arme, et que l'autre était sur le point de lancer une attaque sournoise qu'il devait interrompre à tout prix. D'abord, il décida de suivre le blond. Alors que le combat de la dame avec la fourmi touchait à sa fin, le voyou réalisa qu'il était presque temps pour l'embuscade. Finalement, la fille décapita le gros insecte, devenant victorieuse. Cela fit réaliser au jeune homme que les embusqueurs allaient agir, il décida d'utiliser sa compétence unique. Pour améliorer son endurance et son agilité afin de les abattre rapidement, tout en comptant sur la discrétion en cas d'urgence. Pendant ce temps, la rousse réalisait que sa proie était plus coriace que prévu. Elle s'apprêtait à vérifier son prix. Des shurikens avaient été sortis. Notre héros était agacé, sachant qu'il aurait dû prévoir leurs attaques à distance. Le voyou se préparait à lancer ses projectiles, et le jeune homme se précipita pour l'arrêter, mais c'était trop tard. Les shurikens avaient déjà été lancés, et Chamuyuk avertit la fille de se baisser. Cela la fit se retourner, surprise. Voyant cela, le gros sortit de sa cachette, agacé que la fille soit accompagnée. À ce moment-là, elle fut touchée à l'épaule et à la cuisse. Le criminel demanda qui était le trouble fait. Cela dit, l'affrontement du tour 13 commença, le gros chargeant la dame, qui se battait avec son poignard à main nue. Agacée qu'il utilise une compétence, elle le vit presser son partenaire de finir son adversaire immédiatement. Une tâche que l'image devait exécuter. Le jeune homme comprit que le vieil homme s'apprêtait à donner un coup de pied. Il prépara sa parade et recula, mais quand le coup fut porté, il fut surpris de voir que son adversaire maîtrisait les arts martiaux. Il se prit un coup de pied en pleine face. Le voyou éclata de rire, affirmant qu'il était plus fort que les autres du tour 13. Pourtant, Wolverine était plus préoccupé par le fait que le coup le chatouillait, intriguant ainsi l'attaquant. Notre héros lui donna alors un coup de poing au visage, le faisant tomber, tout en se demandant pourquoi le coup avait été si faible. Pendant ce temps, la dame, réalisant qu'elle affrontait un kickboxer, fut surprise par la vitesse de son adversaire. À ce moment-là, il se rua sur elle, utilisant encore ses compétences. Le gars comprit qu'elle ne pouvait pas anticiper le coup, donc elle dut le bloquer. Elle fut malgré tout projetée dans les airs. Avant de tomber sur le dos, le criminel la félicita pour ses compétences malgré ses blessures, décidant de l'achever. Mais il fut soudain alarmé en réalisant que le jeune homme s'apprêtait à le frapper. Le gros bloqua rapidement le coup. Il traita alors notre héros de rat pour les avoir suivis, demandant ce qu'il était advenu de son allié. Être traité de nuisible était ironique pour notre héros, sachant qu'ils étaient les véritables embusqués. Chamuyu proposa de lui perforer le visage. Sous une pluie de coups, notre héros comprit que cet homme maîtrisant les arts martiaux était un maraudeur. L'endurance du protagoniste commença à agacer le voyou, qui affirma que sans ses compétences de jeu irritantes, il aurait déjà gagné, tout comme son ami mort. Mais le héros affirma qu'il était toujours en vie. Juste après, le gros passa à la défense du protagoniste, lui demandant s'il s'attendait à des éloges pour sa clémence. Sur ce, il lui assena un puissant coup au ventre. Le fumeur fut surpris de ressentir de la douleur malgré sa protection. Malgré tout, il était déterminé à gagner, ce qui fit reconnaître au criminel sa ténacité. L'homme le prit par les cheveux, soulignant que ses compétences en arts martiaux étaient inférieures. Notre héros était fou. Lorsqu'il demanda à l'homme s'il prévoyait de les éliminer, après une brève pause, il éclata de rire, affirmant que c'était le but d'une attaque surprise,
pensant que le jeune homme était revenu pour supplier sa vie. Le criminel affirma que supplier était inutile, le combat ayant déjà commencé, mais le jeune homme rétorqua que ce n'était pas vrai. Alors qu'il plaçait son poing sur le cœur de l'homme, qui se moquait de lui, pensant que c'était un coup faible, notre protagoniste lui demanda à nouveau s'il voulait vraiment prendre leur vie. Lorsque l'homme confirma, le protagoniste vit son expression se remplir de tristesse. En exécutant l'homme, du sang commença à sortir de la bouche du criminel, qui réalisa qu'il avait été abattu par une arme secrète, avant de tomber mort au sol. Shamu-Yuk fut surpris de sentir la même voix qu'il éprouvait en éliminant des gobelins lors de ce meurtre. Il ne pouvait ressentir que la satisfaction de la victoire et les dégâts de la bataille. Cela lui fit penser que la chasse l'avait vraiment changé. Juste après, la dame s'approcha de lui, qui, bien que confuse, reconnut que le jeune homme lui avait sauvé la vie. Alors que le protagoniste expliquait comment il les avait repérés par coïncidence, il mentionna qu'elle avait montré de la clémence dans le passé, ce qu'il n'avait pas apprécié. Lorsqu'elle demanda pourquoi il avait aidé, il répondit que c'était rationnel, car il aurait été leur prochaine cible. Cela dit, la rousse, rougissante, remercia enfin son sauveur, laissant notre héros stupéfait. Son silence déconcerta la fille. Il dit vouloir entendre ces mots à nouveau, car le choc du combat l'avait rendu sourd, ce qui l'agaça. Mais il affirma que c'était le moins qu'il pouvait attendre, vu qu'il avait été blessé en la protégeant. La rousse, gênée, le remercia à nouveau, promettant de lui rendre l'appareil. Émerveillé, il demanda à l'entendre encore, ce qui lui valut d'être attrapé par le col. Juste à ce moment-là, ils entendirent des grognements. Par le grand qui était toujours étonné que son allié, censé être le plus puissant, soit tombé. En voyant le vieil homme, qui avait foi en son compagnon, s'approcher d'eux si calmement, le protagoniste réalisa qu'il n'était pas très intelligent. Il comprit alors que la dame était enragée. Sa colère terrifia le criminel, qui s'enfuit. La fille tenta de l'attaquer avec le shuriken qu'il avait utilisé contre elle, tandis que le protagoniste essayait de l'en empêcher. Mais c'était trop tard. Et ainsi, le projectile frappa l'homme à la tête, le faisant tomber mort au sol. Le chasseur frustré demanda à la dame pourquoi elle avait agi ainsi, à quoi elle répondit que c'était naturel, étant donné qu'ils avaient tenté de les tuer en premier. Le protagoniste tenta d'argumenter qu'attaquer quelqu'un qui fuyait n'était pas nécessaire, ce qui l'intrigua, car il comprenait sa colère. Puis, la dame remarqua que quelque chose clochait. Avant de reprocher au protagoniste de ne pas avoir empêché le meurtre, il resta perplexe, le silence régnant à nouveau dans la forêt. Le jeune homme lui demanda s'il n'y avait vraiment pas de problème, ce qu'elle confirma d'un air agacé. La récolte de marques permet de prendre les points de quelqu'un sans cœur battant pendant une courte période qui pourrait être éternelle si placée dans la tour. Notre héros affirma qu'il considérerait la récolte de marques comme un signe de sa gratitude, mais la dame affirma que ce n'était pas le cas. Avertir d'une attaque imminente et l'aider à battre étaient deux choses très différentes pour elle, ce qui amena le protagoniste à être étonné par la difficulté qu'elle était, alors qu'elle lui criait de l'aider à marcher. Le jeune homme accepta d'aider, disant qu'il était aussi blessé, mais la fille remarqua qu'il était moins. Il expliqua comment les voleurs avaient gaspillé leur temps de farming, ce qui amena la dame à supposer qu'il voulait lui faire ressentir de la culpabilité, mais il nia, affirmant qu'il devait avoir un bon butin, ce avec quoi la dame acquiesça, voyant à quel point les voleurs étaient puissants. Mais alors qu'elle se plaignait de la façon dont elle aurait pu les affronter sans l'attaque surprise, le héros comprit qu'elle n'était pas si froide. Cela lui rappela les mots de la dame, le poussant à réfléchir quand on lui demanda ce qu'il avait en tête. Il affirma avoir oublié ce qu'il voulait lui demander, mais la fille en profita pour se moquer de lui d'être victime d'Alzheimer. Cela irrita le héros, qui se souvint de sa question concernant la raison pour laquelle elle ne se sentait pas coupable. La fille fut perplexe par cette question, alors le protagoniste expliqua combien c'était étrange, vu sa puissance. Elle s'arrêta un instant, puis dit qu'elle avait été membre d'un groupe de 6. Cela laissa le protagoniste émerveillé, car il s'agissait d'une famille composée de 6 inconnus tous coréens, et quand il demanda pourquoi elle les avait quittés, son expression s'assombrit alors qu'elle refusait de répondre. Notre héros resta perplexe, car c'était sa question initiale. Voyant qu'il n'y avait pas de place pour converser avec la dame, il décida de se frapper pendant qu'elle se plaignait de sa jambe cassée. Après un moment, ils arrivèrent enfin à la tour. Alors que le jeune homme commençait à se plaindre de la difficulté de la porter ici, la fille en colère affirma encore une fois qu'elle était blessée. Cela dit, elle le poussa de côté, affirmant qu'elle pouvait continuer seule à partir de maintenant, ce qu'il trouva assez blessant, étant donné à quel point il avait aidé. Mais la fille affirma que leur aide était mutuelle, et juste avant qu'ils partent, elle prononça So-Young. La dame, se rappelant que le jeune homme voulait échanger des noms, se présenta comme On So-Young au protagoniste qui se présenta également. Cela dit, On So-Young esquissa un sourire angélique en lui faisant ses adieux, le laissant sous le charme. Ce n'est qu'alors qu'il fut approché par l'entité aux ailes noires,
Après la guérison, lorsqu'on lui demanda s'il avait besoin d'autres services, il affirma avoir 2 marques. Cela ravit l'entité blonde, qui lui dit qu'il avait enfin compris que pour obtenir des points, il fallait tuer d'autres concurrents. Tuer des monstres est bien, mais il faut éliminer d'autres joueurs pour survivre. Cela lui rappela le meurtre des voyous et le regard noir de la dame, qui lui fit remarquer qu'il n'avait pas tenté d'empêcher ces meurtres. Le jeune homme, frustré, repoussa le démon, se souvenant de 2 concurrents qui s'étaient tués. Pourtant, le démon ne le croyait pas. Cela dit, l'administrateur décida de vérifier ses insinuations. Après avoir fini dans la tour, le jeune homme se plaignit du démon qui l'agaçait, malgré son humeur maussade. Il se demanda alors si son nouveau partenaire était déjà retourné dans la forêt, avant d'ouvrir son panneau et de penser que les marques des voyous contenaient 80 000 points, ce qui lui permettrait d'acquérir une compétence décente. Chameau savait très bien que son cœur était plein et torturé par des désirs, mais il décida de se concentrer sur demain. Le protagoniste voulait continuer sa croissance rapide, avant de regarder la tour et de penser à comment il ferait un jour révéler tout au démon. Au lever du jour, une grenouille géante dans la forêt se sentit soudainement alertée. Elle déchaîna sa langue puissante pour attaquer, mais l'assaillant sauta derrière elle et poignarda le crapaud avec ses griffes puissantes. Ainsi, un autre monstre était tombé. Le protagoniste sourit, satisfait des résultats incroyables, qui valaient bien la perte de sang subie. Russia le baroque craintif était une compétence unique qui multipliait tous les stats sauf la magie par 2, que notre héros utilisa pour rendre la chasse aux monstres dans la forêt brillante aussi facile que celle des gobelins. Il s'approcha alors discrètement d'un golem géant et chargea par derrière. Ce n'est qu'alors qu'il ressentit un changement soudain. Alors que la bonne chose touchait à sa fin, et en évitant le coup entrant, il commença à penser à la courte durée de cette compétence, qui le rendait lourd à la fin, quelque chose auquel il devait s'adapter. Chamu grimpa alors le bras, pensant à la façon dont l'autre était la longue grâce à un moment causé par son manque de pouvoir magique. La magie et le pouvoir magique étaient différents. Le second avait un temps de recharge et ne nécessitait pas de PM, améliorant ainsi l'efficacité. Le pouvoir magique était la seule stat qui ne pouvait pas être affectée par sa nouvelle compétence unique, et le début de son long temps de recharge avait de nombreux signes, le premier étant une douleur à la tête, car la compétence pouvait être utilisée à nouveau une fois l'angoisse disparue. En ramassant le noyau, le protagoniste pensa que le temps de recharge de 20 minutes doublerait si la nouvelle compétence unique était associée à la première, ce qui ne semblait pas injuste. Le jeune homme réalisa également que cette compétence pourrait devenir son atout une fois qu'il serait plus fort, au point de l'aider considérablement lors des épreuves à venir. Peu après, près de la tour, le jeune homme se tourna vers le village et fut choqué de voir de nombreux chasseurs sortir de la porte, ce qui signifiait que la chasse forcée était terminée. Cela l'agaça beaucoup, car cela signifiait qu'il devait abandonner les terrains de chasse lucratifs et retourner à ses anciens endroits. Mais juste au moment où le protagoniste s'apprêtait à ranger quelques objets et à rentrer chez lui, quelqu'un s'approcha soudainement de lui. Ce fut alors le bully qui semblait toujours le retrouver. Chameau fit remarquer que la chasse devait s'être bien déroulée, ce que le bully prit comme une insulte, avant de dire qu'il ne disait cela qu'au protagoniste, qui tenta de s'expliquer. BUCHUL surprit le héros en montrant soudainement sa colère, demandant la raison de son absence, ce qui poussa le héros à se demander si c'était vraiment si important. Mais le bully affirma que oui, expliquant que le traitement qu'il réservait au protagoniste était proportionnel à celui qu'il lui réservait. BUCHUL expliqua que son larbin aurait pu se montrer, ce qui le déçut. Le bully affirma que s'associer au jeune homme était le seul moyen de survivre, d'où sa dernière clémence. Sur ce, il repoussa le héros avant de lui demander de se montrer à la prochaine chasse forcée. Et alors que l'agresseur affirmait que le jeune homme pouvait être soit son porte-bonheur, soit sa proie, Chameau réalisa que quelque chose n'allait pas. Juste au moment où le bully s'apprêtait à frapper le jeune homme à cause de son regard noir, il fut appelé par quelqu'un pour terminer ses affaires urgentes, le poussant à partir en avertissant le protagoniste de la prochaine chasse. Le héros était intrigué par ce changement de personnalité et son désir de les unir. Il comprit que la raison n'était pas si obscure, il avait lui aussi pris une vie. Un mois après cet incident, le protagoniste proposa de se régaler avec son maître, qui était intrigué par le fait qu'il avait dépensé pas mal d'argent pour le repas. Le protagoniste expliqua qu'avec l'augmentation de ses gains et son besoin de nouveaux équipements, il achèterait aussi de la nourriture raffinée, ce qui lui valut les reproches de son maître, conscient de la vie de ses élèves sur Terre et de son propre désir de nourriture grasse. Ne pouvant pas manger, il proposa une cigarette avant le repas. L'homme indiqua à un élève que l'événement forcé était dans moins de 72 heures. Le maître conseilla alors à son jeune élève de tout donner lors de la prochaine chasse, ce qu'il accepta. Il fit alors remarquer que le bully entraînait son disciple dans l'événement, prétendant être plus rapide.
Le maître expliqua alors qu'il fallait avoir beaucoup d'atouts et que le protagoniste devait ignorer sa nature bienveillante là-bas, qu'il était déjà prêt à le faire. Cela choqua le jeune homme, qui se souvint de la première personne qu'il avait tuée, affirmant qu'il se rappellerait les conseils de son maître. Cela dit, celui sans bras fut rassuré. Avant de s'excuser d'avoir évoqué un sujet sensible et de proposer de se régaler, en commençant par le poulet, le protagoniste s'attendait à ce que son maître soit au courant de son F. Perse tua sans lui avoir dit, et il était déterminé à faire de son mieux pour survivre. Afin de quitter le continent avec son professeur, 3 jours plus tard, le portail s'ouvrit enfin. Tous les concurrents se préparaient, car la chasse forcée était sur le point de commencer. Prêt pour l'événement brutal, le protagoniste tenta de se calmer en se remémorant sa progression. Ainsi, prêt à entrer, il marcha dans le portail après une lumière éblouissante et se retrouva dans un endroit sombre avec une lune violette, aux côtés des autres. Alors qu'il se demandait quelle serait leur prochaine action, une entité apparut soudainement, saluant les concurrents avec désinvolture. Le démon, remarquant qu'ils étaient des nouveaux, se présenta comme Caro, l'exécuteur de la chasse. Quand le corps lui demanda d'aller droit au but d'un ton en colère, l'entité rétorqua qu'il était toujours aussi enthousiaste. Le protagoniste trouva cela intriguant, le démon prenant l'insulte pour une blague. Cela dit, il présenta la carte de la chasse, et l'endroit pointé laissa tout le monde émerveillé, alors que l'exécuteur présentait la carte comme la tour du temps. Shamu-Huk et On So-young furent émerveillés de voir une telle structure apparaître soudainement. Le démon expliqua que le nom de la carte n'était rien et qu'il devait atteindre le niveau 5 pour compléter la chasse, et que le dernier étage ne s'ouvrait qu'une fois tous les 10 jours et serait scellé d'ici là. L'entité expliqua alors joyeusement que le niveau disparaîtrait avec la carte, ce qui serait la meilleure option pour les faibles. Le protagoniste comprit pourquoi cette créature était détestée. Elle se procurait des montres pour surveiller le temps. La deuxième règle stipulait qu'on ne pouvait pas être porté, car il fallait 100 kills pour entrer au dernier niveau. La règle numéro 3 disait que les monstres avaient des pièces noires appelées Tower Token, coûtant 1000 points chacune, ainsi que des anneaux de compétences. L'entité informa alors les participants qu'ils pouvaient prendre les montres des autres pour ajouter leur KDA au leur, laissant les participants dans des salles. Il comprit alors que cela insinuait qu'on pouvait tuer des concurrents puissants pour économiser son énergie. La règle numéro 4 est que tous les êtres vivants découvriraient la position de quiconque passant plus d'un jour au même étage, laissant le bully particulièrement choqué. Son coéquipier fit remarquer que c'était une arnaque pour leur grand groupe, tandis qu'il affirmait que cela ne surprenait pas venant du démon. BUCHUL rassura son coéquipier que leur groupe puissant n'avait rien à craindre, sachant qu'il était le plus fort et que ses coéquipiers n'étaient que des pions. La jeune femme comprit que la règle finale augmenterait les combats sur la carte, tandis que le protagoniste était dans le pétrin. En raison de son absence lors de la première chasse, personne ne voudrait de lui dans leur équipe, sauf le bully qui le trahirait sûrement, ce qui signifiait que sa seule option était la rousse. Après avoir rassemblé le courage de l'approcher, il fut choqué de la voir faire le premier pas. Cela dit, ils se retrouvèrent face à face. Le jeune homme fut surpris de voir qu'elle proposait de faire équipe. On So-young expliqua que la seule option pour un solitaire comme lui était de travailler avec elle, l'incitant à choisir. Cela fit sourire notre héros, qui accepta l'alliance. Soudain, elle le saisit et l'entraîna en lui demandant de se dépêcher. On So-young affirma qu'il devait courir le plus vite possible, voyant que cela avait déjà commencé. Le protagoniste réalisa encore une fois à quel point cette fille était incroyable, ce qui mit le bully en colère et l'incita à demander à ses coéquipiers de se précipiter. BUCHUL, furieux d'avoir été rejeté, se consola en pensant à comment il allait se débarrasser de celui qu'il voulait tuer. L'exécuteur était agacé de voir que les humains pressés avaient sauté ce qu'il avait encore à dire, et il décida donc d'expliquer le reste à l'entrée avant d'admirer sa passion. Pendant ce temps, le héros qui disait que la vitesse comptait expliqua qu'ils devaient planifier ensemble, mais son partenaire affirma qu'il n'avait pas le temps à perdre. Le jeune homme commença à penser qu'il avait peut-être fait le mauvais choix, voyant son partenaire charger sans réfléchir au piège potentiel. On So-young décida de parler comme notre héros le souhaitait, en lui demandant quel escalier il voulait prendre. Après un court moment de réflexion, notre héros déclara que cela n'avait pas d'importance, car il ne savait pas ce qui les attendait, ce avec quoi son partenaire était d'accord, tout comme l'exécuteur, qui surgit soudain derrière eux, les horrifiant en expliquant que malgré leurs différences, ils avaient tous la même difficulté, ce qui signifiait que leur choix n'importait pas. La femme en colère interpella l'exécuteur sur sa race qui portait toujours les humains, et il expliqua que c'était pour les détendre. Pendant ce temps, notre héros, réalisant que celui-ci était aussi agaçant que le démon clown, lui demanda si cette guerre des étoiles ressemblait à celle du village, puis s'il y aurait une dimension pour chaque équipe. Shamu-Huk expliqua comment l'administrateur apparaissait à chaque partie. L'exécuteur avait du mal à suivre,
Alors le jeune homme précisa qu'il n'avait pas à s'inquiéter des autres équipes, car le démon voulait garder leur étage secret. En entendant cela, l'entité prit goût au malin, avant de donner une montre à lui et à son coéquipier, leur demandant de chérir cette montre car elle les aiderait à suivre les jours, en appuyant une fois pour voir leur KDA et 2 fois pour connaître leur position. Cela signifiait qu'elle leur donnerait leur position exacte après un nouveau niveau, et qu'en appuyant 3 fois, ils verraient le classement. Le démon ajouta qu'il pourrait être récompensé et que tout nom ramassé serait réinitialisé. La jeune femme comprit que cela signifiait qu'il disparaîtrait et que si un combat survenait lors de la réinitialisation, il ne serait pas annulé et les restes resteraient. Pendant ce temps, le protagoniste réalisait qu'il serait difficile de se cacher avec leurs objets, et l'explication se termina. On So-young lui demanda s'il n'avait rien omis, ce qui amena l'exécuteur à affirmer qu'il ne trouverait pas le bonheur s'il ne pouvait pas avoir confiance en autrui. Ce qu'elle trouva ironique venant d'un démon, tandis que son partenaire expliquait qu'il optait pour la 3e option sur le QMC. La fille accepta de le laisser choisir, ne se résolvant pas à cette méthode, en se disant brillant élève. L'exécuteur comprit que le protagoniste divertissant était celui dont Jacques lui avait parlé. Soudain, il réalisa avoir oublié un détail. Avant de se rappeler rapidement qu'il s'agissait des escaliers changeant de position chaque jour et que tout le monde retournerait au premier étage le 9e jour, ce qu'elle décida de ne révéler à personne. En même temps, nos héros montèrent l'escalier et entrèrent au premier étage. Décorés d'un goût étrange aux démons, ils décidèrent de vérifier leurs coordonnées. Pourtant, le jeune homme ignorait comment utiliser les données, sachant qu'ils étaient au 3e étage. Son partenaire lui expliqua que « accès » désignait gauche et droite, et « pourquoi » pour avant et arrière, pensant que l'unité était en maître. Cette mission, casse-tête, donna envie à notre héros de fumer. Mais la jeune femme lui demanda de ne pas le faire, pour ne pas trahir leur position. Cela dit, ils décidèrent de vérifier les coordonnées de l'escalier, l'info la plus précieuse. Après quelques repérages discrets, ils réalisèrent que les soldats ramen apparaissaient rapidement. On So-young expliqua qu'elle les avait rencontrés dans les ruines du château, mais ne s'attendait pas à les voir ici, ce qui étonna notre héros. Mais la jeune femme expliqua qu'elle avait seulement observé les ruines sans y entrer, ce qui expliquait sa survie, ce qui semblait logique à notre héros. Le jeune homme commença à analyser les monstres. Comme on dit, ils étaient de puissants adversaires pour les débutants qui ne se concentraient pas sur le renforcement, ce qui signifiait qu'ils pouvaient les affronter mais pas les ruines seules. Il fit remarquer à son partenaire qu'il devrait pouvoir gérer les soldats facilement. Shamu-Huk expliqua qu'il chargeait en premier pendant que la fille attendait son tour. Il utilisa alors sa première compétence unique. Pour utiliser les points de magie afin d'améliorer les autres statistiques, et en utilisant ses compétences pour augmenter sa vie, grâce à sa compétence unique, il pourrait temporairement se donner une agilité de rang 6. Juste à ce moment-là, il appela le lézard géant, qui était confus. Shamu chargea un crocodile tueur d'Ali Baba, qui tenta de se défendre avec son épée. Mais le protagoniste affirma que c'était inutile, car il trancha rapidement le lézard avec ses griffes. En voyant les dégâts minimes, le héros pensa qu'il n'avait pas assez de puissance. Mais avec le monstre blessé, notre héros chargea à nouveau, laissant son partenaire impressionné par sa rapidité. On So-young commença à se demander si son allié était vraiment classé 7. Ainsi, le soldat et le rame tombèrent sous les griffes du gobelin. Le protagoniste soulagé fut surpris par la facilité de la tâche, tandis que son partenaire souligna qu'elle n'était pas nécessaire. Il lui demanda d'arrêter ses blagues, mais elle affirma n'avoir jamais vu quelqu'un d'aussi rapide. Il expliqua que c'était le fruit de son talent, mais en peinant à s'exprimer, la dame en colère l'encouragea à parler. Il lui rappela son régime particulier, la laissant confuse avant qu'elle ne se souvienne qu'elle était avec le mangeur de monstres. Elle lui reprocha de vouloir grignoter maintenant, mais il affirma qu'il avait besoin d'énergie. Il la supplia de le laisser faire, car il devait ouvrir les monstres pour récupérer les Tower Tokens. La rousse n'eut d'autre choix que de le laisser agir, il la remercia. Notre héros se précipita vers le lézard mort, la dégoûtant. Shamu-Huk se rappela que ce type avait un noyau, et il commença à le disséquer en fouillant joyeusement dans ses organes. Peu après, notre héros trouva le morceau désiré qu'il consomma immédiatement, horrifiant la fille. Cela lui permit d'améliorer son endurance, plus élevée que celle des Qualos, et aurait été le double en santé. Bien qu'il soit enthousiaste pour la croissance rapide, sa partenaire l'encouragea à chercher les tokens. En le voyant si excité, elle était plus certaine que jamais qu'il était un psychopathe. Peu après, notre héros possédait un Tower Token semblable à une pièce. La dame s'éloigna, tandis qu'il tentait de lui demander comment partager les gains. Elle expliqua avec colère qu'il devait simplement faire comme d'habitude et diviser en 2. Elle lui demanda de se dépêcher, car il devait chasser autant que possible pour garantir leur survie. Malgré l'agacement de sa partenaire, le jeune homme devait consommer les billes pour garder son secret le plus longtemps.
Pendant ce temps, alors qu'un combat se déroulait au deuxième étage, les humains éliminèrent enfin la bête et étaient contents de leur réussite, qu'ils trouvèrent facile, car cela leur permettait d'acquérir le nombre de kills requis. Pendant ce temps, leur chef partit en secret, planifiant de les éliminer le dernier jour pour voler l'heure qu'il et apparaître au classement afin d'atteindre le dernier étage. Beyokshir savait très bien que le classement était plus important que la survie, car selon le démon, les efforts seraient récompensés. Il jeta un coup d'œil au classement et réalisa qu'il devait imiter les autres en volant leur KDA. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, un de ses coéquipiers l'approcha, lui expliquant qu'il ne rencontrerait probablement pas d'équipe sur ce niveau facile rempli de monstres faibles. Pourtant, tandis que le bully créditait l'équipe, il commença à marquer son coéquipier en secret pour être content de ne pas avoir l'occasion de voler des kills. Le jeune attribua tout leur succès à leur chef avant de critiquer la décision de quelqu'un, laissant le bully intrigué. Le jeune homme faisait référence au protagoniste et à ses coéquipiers qui chargeaient imprudemment, refusant de s'associer au chef. Beyokshir expliquera comment le héros était quelqu'un qui l'avait aidé dans le passé et qui avait aussi refusé de l'aide cette fois pour être avec une fille, se rappelant de sa présence. Le bully était jaloux de celui qui s'était enfui avec la fille, mais savait très bien que c'était une folie mortelle, car il était déterminé à le tuer, lui et sa nouvelle petite amie. Pendant ce temps, le guerrier du désert chargea en avant et porta un coup puissant que le jeune homme bloqua avec ses griffes. Notre héros avait du mal à tenir face à la puissance du monstre, mais à ce moment-là, on lui demanda de reculer, et il se libéra de la confrontation. Juste au moment où le bélier et le lézard s'apprêtaient à charger, il réalisa soudain qu'il était celui qui était chargé. Par nul autre que la rousse, qui utilisa une compétence appelée coup du guerrier magique Rifaden. Le monstre tenta d'utiliser sa lame comme bouclier, mais celui au regard fou affirma que c'était inutile, et l'épée commença à se fissurer avant de se briser. Ainsi, un épéiste avait été transpercé par un autre, laissant notre héros impressionné par la force de sa partenaire. On So-young remarqua que leur style, bien que différent, s'accordait. Shamu Yuk l'interpella pour dire qu'elle n'était pas nécessaire malgré toute sa puissance, réalisant qu'il devait revoir ses plans pour s'adapter à la force de la fille. Alors que le jeton était ramassé, la fille rappela au garçon que c'était son tour de le prendre, ce qui l'encouragea à faire avant de consommer le cœur. Pour renforcer sa force, tout en pensant à la façon dont ces monstres continuaient à le rendre plus fort s'ils continuaient à chasser et à consommer, le seul problème était le plan qu'ils avaient pour les abattre. Comme la dame, qui se révéla être une maraudeuse, possédait une compétence inarrêtable dont il devait se méfier, en plus d'être la seule à tuer des monstres. Notre héros voulait vraiment avoir foi en elle, mais en se remémorant les conseils de son maître, il laissa sa partenaire intriguée en suggérant un changement de plan. Alors que la déesse réalisait qu'il la jugeait indigne de confiance, notre héros affirma qu'il voulait faire les choses de la meilleure façon. Après un bref moment de réflexion, On So-young accepta de l'écouter, étonné par son ouverture d'esprit. Le jeune homme proposa une approche différente de celle où il devait la distraire pendant qu'elle tuait. Il proposa donc de faire face à l'arrière du monstre pour faciliter son coup. Lorsqu'on lui demanda son avis sur ce plan, la guerrière affirma que cela rassurerait sûrement le stratège, car il n'aurait pas à s'inquiéter d'une trahison soudaine de sa part et cela leur permettrait de partager les kills. Elle décida alors, furieuse, de continuer pendant qu'il se défendait, et notre héros reçut un regard sombre qui le choqua. On So-young expliqua comment ils s'étaient associés par intérêt mutuel, signifiant que de tels plans n'avaient pas besoin d'être justifiés, car ils devaient rester ensemble jusqu'à la fin. Le héros qui avait offensé la dame par accident laissa son expression triste. Peu après, notre héros faisait face à un soldat, et après une lutte, le jeune homme commença à prendre le dessus sur la créature. En voyant qu'elle ne pouvait plus résister, il la repoussa rapidement avant d'utiliser les griffes du chef gobelin pour la transpercer. Juste au moment où la créature saignait abondamment, il perça son armure avec ses puissantes griffes avant de rassembler toute sa force pour la soulever et la frapper au sol. Avec le sang nettoyé de ses griffes, le combat était enfin terminé. La fille interpella le geek pour avoir parfaitement imité Wolverine, ce qu'il nia. Shamu Yuk l'encouragea alors à ne pas paresser, mais elle expliqua qu'ils avaient déjà tué 3 monstres et que c'était lui l'excité. Après une autre des arguments de notre héros, la dame commença à penser à combien son allié était devenu plus fort en si peu de temps après la brillante forêt, au point que les monstres ici semblaient être un jeu d'enfant pour lui. Pendant ce temps, le jeune homme était agacé d'avoir trouvé par accident la cour qu'il cherchait, tandis qu'elle réfléchissait à combien ils avaient gagné de points dans la forêt. Juste avant de formuler une théorie sur son professeur, le héros affirma que c'était son tour de prendre la pièce. Il lui demanda ce qui la distrayait tant, mais elle affirma ne pas avoir réagi, car elle s'approchait toujours de celui en qui elle avait confiance. Ils rougirent en réalisant ce qu'elle avait dit. Le jeune homme l'encouragea à le dire en retour, tandis que sa partenaire voulait un repas. Il essaya de lui poser à nouveau la question, mais elle l'interrompit, disant que la nutrition était essentielle pour chasser. Il accepta. On So-young lui demanda à propos de sa réserve d'eau, affirmant ne pas en avoir beaucoup,
à quoi elle répondit qu'elle n'avait qu'une bouteille. Cela fit rire la fille de le voir supposer qu'il y aurait de l'eau dans ce donjon, mais il affirma qu'il y avait une fontaine à proximité. Mais alors que la dame expliquait que cette eau était trop mystérieuse et douteuse pour être bue, le jeune homme souligna qu'elle ne devait pas posséder un certain objet. Bien que l'eau fût déroutante, le chasseur sortit sa poudre de purification, un objet bon marché à acheter en masse qui rend presque toute eau potable. On So-young affirma qu'elle était entrée dans le donjon avec l'essentiel et des objets de combat avant de donner à la dame la poudre qui devrait durer jusqu'à la fin de l'événement. La fille choquée tenta de faire valoir qu'elle devrait le payer pour la poudre, mais le garçon affirma qu'il en avait beaucoup d'autres de cet objet bon marché. Elle tenta d'arguer que la poudre de purification était précieuse ici, donc elle lui devait, et il révéla que c'était sa gentillesse. Shamu-yuk expliqua combien il avait réfléchi au concept de foi en entrant dans ce donjon, affirmant avoir trouvé étrange de voir la fille s'adapter si facilement aux deux attaquants qu'elle n'hésita pas à éliminer, se demandant si elle aurait fait de même sur Terre. Selon le héros, ce continent était un monde différent qui influençait leur philosophie et que certaines choses restaient les mêmes tout en changeant. La fille ne comprit pas le lien entre ces mots et leur situation actuelle, alors il expliqua quelle était la raison de tout ce qu'il avait fait. Elle fut surprise qu'il souligne sa rapidité à décider, comme si elle savait déjà quoi faire. Il affirma qu'elle était plus forte que lui, ce qui l'effrayait car cela signifiait un changement, mais en réalité, elle protégeait toujours ses valeurs. Shamu-yuk affirma qu'elle ne lui devait rien, voyant qu'elle était son phare d'espoir et qu'il souhaitait protéger leurs valeurs dans cette terre jusqu'à la fin. Il exprima donc à nouveau sa gratitude envers la dame avant d'affirmer qu'il ne lui faisait toujours pas confiance et qu'il ne lui donnait que la poudre qu'elle avait méritée. Shamu-yuk comprit enfin d'où venait le jeune homme avant de regarder son cadeau et d'affirmer qu'elle ne devrait pas en faire mauvais usage peu après. On So-young se sentit reconnaissante d'avoir des capsules d'énergie condensée. Bien qu'elle manque de la chaleur de la vraie nourriture, c'est pourquoi le protagoniste fit une suggestion, affirmant que le jerky de serpent qu'il lui offrait était vraiment délicieux, seulement pour qu'elle refuse et demande ce qu'il faisait. Le jeune homme révéla qu'il regardait les classements, ce que la dame trouva inutile puisqu'il ne pouvait y accéder. En consultant la liste, certains noms rendirent le héros mal à l'aise. Shamu-yuk, voyant son professeur en 4e position, se demanda quel était le secret pour atteindre les sommets. Il commença alors à se rappeler comment son maître décrivait la chasse comme un endroit horrible. L'homme affirmait avoir connu un grand succès et ne pas l'avoir révélé pour ne pas sembler orgueilleux, et que son bon usage de la classe maraudeur l'avait conduit au sommet qu'il avait atteint. L'homme demanda alors à son disciple de faire ce qu'il avait à faire pour survivre, expliquant que ne pas le faire ferait de lui un homme comme lui, avant d'affirmer qu'il devait agir. À ce moment-là, sa partenaire le ramena à la réalité en disant qu'il devait chercher la sortie. Shamu-yuk réfléchit à son refus d'embrasser le mal, même si la gentillesse n'était pas acceptée ici. Notre protagoniste voulait acquérir du pouvoir pour vivre comme il l'entend, pensant à son engagement à ne pas épargner d'efforts, réalisant que c'était le sens des mots de son maître. Après un moment, ils trouvèrent enfin la sortie. Je veux que tu soulignes qu'ils avaient passé une demi-journée à ce niveau, tandis que sa partenaire indiquait la distance parcourue. Elle expliqua qu'ils avaient marché 4,5 km et qu'il leur restait 2,5 km pour sortir du donjon. Alors que le protagoniste soulignait qu'ils étaient perdus dans ce labyrinthe depuis 13 heures, il remarqua que cette tour magique était bien plus grande qu'elle n'en avait l'air. Shamu-yuk, réalisant qu'il ne pouvait pas approcher de la sortie à cause du risque de croiser d'autres équipes, fut prié de ne pas oublier les coordonnées de la sortie. Nos héros se rappelèrent de l'agent, disant que leur position serait révélée toutes les 24 heures, donc il leur restait 11 heures. La dame proposa de prendre les escaliers. Le jeune homme fit remarquer que les 24 heures se réinitialiseraient après avoir monté des étages, tandis que sa partenaire préférait Farmer sur un seul étage. Et alors que le consommateur de cœur soulignait que les monstres ici étaient gratifiants, sa partenaire évoqua le sommeil, affirmant que 6 heures suffiraient, ce avec quoi le héros était d'accord, avant de faire remarquer qu'il leur restait encore 5 heures libres. Cela dit, ils décidèrent d'utiliser leur temps libre restant pour Farmer autant que possible. Ainsi, nos héros décidèrent de charger à nouveau. Le protagoniste réalisa qu'ils avaient juste le temps de tuer 50 lézards, lui permettant d'obtenir au moins 40 cœurs, ce qui boosterait ses progrès. L'idée des récompenses lui fit esquisser un sourire étrange qui mit mal à l'aise sa partenaire. Peu après que les 5 heures se soient écoulées, alors que le jeune homme affirmait être épuisé, sa partenaire déclara qu'il était incroyable qu'ils aient chassé pendant 18 heures d'affilée. Shamu-yuk trouva les résultats très agréables, ayant gagné 86 jetons en plus de ses statistiques, boostés par son régime de billes. Il était ravi en regardant son panneau. En maintenant ce rythme de croissance jusqu'au lendemain, il pensait que sa montée de compétences rendrait toutes ses stats acceptables sauf le rang magique 6, se sentant ainsi invincible pendant 5 minutes. Le protagoniste était ravi de son choix de compétences uniques. Il décida de garder ses progrès secrets,
car il était trop tôt pour révéler les effets cachés du cours à sa partenaire. La rousse lui conseilla de toujours regarder devant lui au cas où un puissant adversaire surgirait, et il affirma qu'il était déjà sur ses gardes. Peu après, ils arrivèrent au niveau 4 de la tour. La fille trouva étrange que cela ressemble à son esprit, mais elle était intriguée par son partenaire, le trouvant pratique. Il expliqua comment utiliser les objets pour construire un abri secret où il pourrait dormir en sécurité. Mais la guerrière affirma que c'était impossible, car tout ce qui pouvait les contenir serait suspect. Réalisant son erreur, le consommateur de cœur proposa de creuser un trou à la place. Et en voyant que sa partenaire était confuse, il expliqua que c'était le trou souterrain que les soldats utilisaient pour des attaques surprises. On So-young, pensant qu'il n'était pas si jeune pour un officier militaire, expliqua avoir appris cette astuce à la télé. La dame rit et proposa de continuer sans perdre de temps, car ils avaient 24 heures devant eux. Chamu-yuk réalisa que les étages 2 et 3 partageaient le même système de coordonnées, et alors qu'il se précipitait pour localiser l'endroit parfait pour le trou afin de gagner le plus de temps possible, la dame lui rappela qu'il n'avait rien pour creuser. Mais juste en commençant à penser que cet endroit devait avoir une pelle, il rougit quand sa partenaire le saisit par l'épaule, lui demandant de se baisser et de tourner le regard. Le protagoniste essaya d'expliquer qu'il avait été surpris, mais la dame l'exhorta à regarder où elle pointait, et il fit ce qu'elle dit, remarquant rapidement qu'il y avait un nain tombé dans ses mines. On So-young fit en sorte de rester caché. Le consommateur de cœur, mal à l'aise dans l'obscurité, expliqua comment les portes chassaient les impacts différemment, tandis que l'épée conseillait de rester caché. Elle fut choquée que le héros perçoive que l'ennemi était seul. Le protagoniste expliqua qu'il avait les yeux de son bon ami, réalisant seulement le potentiel car il n'avait jamais chassé sans lumière auparavant. Chamu-yuk avait une expression triste, son ancien ami gobelin l'aidant même dans les mines. Voyant que ce niveau avait un sol en terre et que le monstre possédait une pelle, cela semblait très bien placé au point que c'était étrange. Pourtant, le Wolverine coréen sortit ses griffes, affirmant qu'il ne pouvait pas observer indéfiniment, alors lui et son coéquipier chargèrent le nain tombé pour découvrir les événements à venir. Peu après, le protagoniste fut étonné de la légèreté de la pelle, alors qu'elle semblait assez lourde entre les mains de leur dernier spray, selon lui, tandis que sa partenaire l'exhortait à creuser le trou. À ce moment-là, la guerrière fit remarquer qu'il était maintenant temps pour son repas, mais fut étonnée de voir qu'il était un mangeur difficile, voyant que les nains ressemblaient trop aux humains. S'attendant à cette réaction, le protagoniste agacé suggéra à sa partenaire heureuse de trouver un endroit pour cuisiner. Peu après, ils tombèrent sur un endroit qui semblait parfait pour éviter les attaques surprises. Chamu-yuk fit remarquer qu'ils avaient passé une demi-heure au 4e étage, avant de commencer à creuser et d'instruire la fille sur la façon de rendre son trou moins suspect, seulement pour qu'elle affirme qu'elle savait ce qu'elle faisait. Et lorsqu'on lui demanda la durée de la sieste, il suggéra que 5 heures suffiraient. Le consommateur proposa de cacher les trous avec des objets, et la dame suggéra des chariots de mine. En déplaçant les objets, nos héros furent satisfaits, car ils venaient de créer le parfait endroit caché qui aurait servi de grande base s'ils n'avaient pas à se déplacer chaque jour. La fille, réalisant qu'ils avaient perdu trop de temps, proposa d'aller immédiatement au lit, tandis que le protagoniste était inquiet, car il n'avait pas d'alarme pour les réveiller à temps, seulement pour se rappeler que sur ce continent, ils s'étaient réveillés tôt sans recourir à la technologie. Même ainsi, il proposa que le premier à se réveiller alarme l'autre. On So-young accepta avant de faire remarquer qu'elle ne s'était jamais attendue à dormir dans un trou. Cela dit, chacun des héros se dirigea vers son trou. Notre protagoniste, qui n'avait pas beaucoup d'espace, réalisa qu'il n'avait pas non plus le luxe de se plaindre. Il commença alors à penser à la façon dont sa nouvelle vie l'obligeait à se réveiller tôt sans utiliser d'alarme, se demandant s'il s'était adapté ou changé, car cela aurait été impossible pour lui sur Terre. Mais il pensait que gagner du pouvoir lui apporterait la réponse, et en se questionnant sur la force, il vit sa partenaire lui faire remarquer qu'il n'avait rien fait pour empêcher le meurtre avant de lui lancer un regard froid et sombre. Soudain, le protagoniste se réveilla en sueur froide à cause de ce cauchemar qui lui laissa un sentiment d'inquiétude. Il réalisa qu'il n'avait pas encore été repéré. Notre héros confirma alors qu'ils étaient seuls et qu'ils avaient atteint la limite de 5 heures. Le jeune homme se plaignit de dormir dans un trou de terre, regrettant presque sa hutte. Cela dit, il réveilla la fille. Ne recevant pas de réponse, il frappa à nouveau, tentant de la réveiller, mais se retrouva face à une lame. Le jeune homme, confus, demanda la raison de cette réaction. La fille prit un moment de silence. Elle expliqua qu'il était naturel d'être prête à tout moment, et que la réaction du garçon en colère signifiait qu'ils étaient en sécurité. Cela dit, ils reprirent leur chemin, confirmant qu'ils étaient de nouveau seuls. La jeune femme exprima à quel point elle était impressionnée par le plan de son partenaire, qui affirma qu'il n'était pas idiot. Elle commença alors à se demander quel monstre ils allaient affronter, voyant qu'ils se réinitialisaient chaque jour, tandis que le protagoniste se préoccupait des tokens. Après avoir failli révéler son envie de cœur, la fille le taquina à ce sujet. Alors que la blague l'agaçait,
Pourtant, bien qu'ils connaissent ces monstres, il serait difficile de les affronter. Ils semblaient plus nombreux qu'eux dans le dernier étage, ce qui pouvait mettre en danger leur aventure. Selon la jeune femme, ces créatures seraient difficiles à abattre une fois regroupées. Le Wolverine sortit donc ses griffes, pensant à la nécessité de gagner du pouvoir rapidement, tandis que sa partenaire l'exhortait à ne pas se jeter dans le danger. Malgré cela, il activa ses deux compétences uniques, chargeant en avant et demandant à sa partenaire d'attendre son signal, tandis qu'elle essayait de l'arrêter. Juste à ce moment-là, les monstres réalisèrent qu'ils étaient attaqués par quelqu'un qui savait qu'il pouvait en prendre seulement deux à la fois. Le jeune homme savait très bien qu'avec l'aide de sa coéquipière, il serait difficile de gérer 3 lézards, car son pouvoir ne pouvait être utilisé qu'avec une ouverture. Ainsi, notre héros jugea sage de gagner du pouvoir rapidement en utilisant les soldats ramen. Cela dit, il sortit ses griffes de gobelin, déterminé à consommer tout leur cœur avant qu'ils ne disparaissent. Ainsi, le premier monstre fut poignardé au menton. Le jeune homme ajusta sa position avant de charger le second et de le poignarder de la même manière. Ainsi, 2 hommes lézards tombèrent sous les griffes de gobelin. So-young fut émerveillé de voir que son partenaire avait encore gagné en puissance en prenant 2 lézards à la fois. Après une rapide boucherie, notre héros eut son premier repas de la journée et estima que le fait d'avoir trouvé 2 cœurs était un signe de chance. Cela dit, le jeune homme affirma qu'il était reconnaissant pour le repas. Tandis que la jeune femme affichait une expression sombre, commençant à trembler de peur, So-young proposa de se déplacer rapidement, ce qui déconcerta le jeune homme qui venait de se renforcer. La jeune femme expliqua qu'il devait agir tôt pour recueillir des informations sur les autres étages et les monstres qui s'y trouvaient. Notre héros tenta de faire valoir qu'ils avaient encore une demi-journée ici, mais elle affirma que ce n'était pas une question de temps. Étant donné qu'ils avaient plus de 100 kills chacun, ils devaient se concentrer sur le gain de pouvoir et la survie, et que les informations qui ne venaient pas de Haunt étaient le meilleur moyen d'y parvenir. Bien qu'il soit d'accord avec sa logique, le jeune homme voulait encore farmer un peu. En maintenant le rythme, il pourrait atteindre la santé de rang 6 à la fin de la chasse, tout en boostant considérablement ses autres stats. Il décida donc de convaincre la fille de rester un peu plus longtemps ici, en affirmant qu'il valait mieux ne pas abandonner les monstres qu'il connaissait le mieux. So-young affirma qu'il était dans leur intérêt de connaître les autres monstres ainsi que les autres équipes, tandis que le protagoniste affirmait n'avoir que 86 kills, et malgré le fait que la jeune femme pensait que ce n'était pas grand-chose, il valait mieux qu'il atteigne 100, car on ne pouvait pas prédire l'avenir. Le guerrier affirma qu'il appréciait les lézards, donc il affirma que ce n'était pas le cas et qu'il voulait juste farmer les monstres qu'il connaissait le mieux. Et quand on lui demanda s'il n'avait pas d'autre motivation, le héros affirma qu'il essayait seulement de survivre à cet événement le plus sereinement possible. La fille resta pensive, affirmant qu'il lui fallait juste un peu de temps. Elle n'eut d'autre choix que d'accepter à condition de partir rapidement une fois qu'il aurait terminé, car les informations étaient cruciales, les choses devenant de plus en plus difficiles. So-young comprit qu'elle n'avait d'autre choix que d'accepter, car la discorde leur serait nuisible. Chamuyuk, sentant quelque chose d'étrange, commença à craindre le pire en voyant le regard de sa partenaire. Peu après, un autre lézard fut poignardé par le protagoniste. Lorsqu'on lui demanda s'il en avait assez, il confirma, laissant la jeune femme furieuse, réalisant qu'il avait tué 17 ennemis de trop et perdu 2 heures. Le consommateur de cœur tenta de défendre son acte, affirmant qu'il perfectionnait leur travail d'équipe avant de réconforter la jeune femme pressée avec les tokens. Il réalisa également qu'il avait perdu le contrôle de lui-même à cause de son profond désir de monter en niveau, et il se retrouva à devoir rattraper sa partenaire qui chargeait en avant. Plus tard, le guerrier tenta de jeter un œil derrière le mur, pour découvrir un autre homme lézard. Cela l'a mis particulièrement en colère, car le héros chargeait encore seul. Plus tard, sa partenaire se plaignit qu'il avait abattu 8 monstres en errant dans le donjon, puis elle s'en prit à lui. Il affirma qu'il se distrayait avec une petite quête secondaire. Mais à ce moment-là, il remarqua quelque chose d'intrigant qu'il montra à sa partenaire, qui pensa que c'était un autre monstre. En réalité, elle fut émerveillée, car il n'y avait rien à voir. Notre héros lui demanda si c'était vraiment l'emplacement de l'escalier en récitant les coordonnées exactes. La fille regarda sa montre pour confirmer une fois de plus. En réalisant qu'il n'avait pas fait d'erreur, ils comprirent quand cela s'était produit. Comme l'agent ne les avait pas informés, leur affaire changeait de lieu chaque jour, ce qui les agaçait. La jeune femme regarda alors sa montre, inquiète. Ils réalisèrent tous deux qu'ils étaient pressés par le temps et qu'ils ne pouvaient se permettre de perdre du temps avec un ennemi, ce qui signifiait qu'ils devaient se précipiter vers le nouvel emplacement. Cela dit, la jeune femme chargea à nouveau en avant sans trop y penser. Le héros, déçu par le parcours gaspillé et irrité par l'agent, réalisa qu'il était urgent de localiser la sortie. Juste à ce moment-là, ils aperçurent des monstres à 12 heures, les laissant irrités car la rencontre se produisait plus tôt que prévu. Cela dit, les monstres chargèrent vers les héros, qui les découpèrent rapidement avant de poursuivre leur recherche effrénée, continuant à tailler leur chemin dans le 4e étage. Et juste au moment où l'un d'eux s'apprêtait à frapper la fatiguée So-young commença à se demander où était la sortie.
Le héros l'exhorta à ne pas fléchir, ayant déjà passé 20 heures dans ce donjon. Le guerrier pensa que le garçon qui l'avait amené si loin avait une grande endurance. En pensant à sa fiabilité malgré son air d'idiot, elle se rappela qu'au début, le protagoniste, qui grandissait rapidement, avait déjà des stats comparables aux siennes. Maintenant, elle réalisait qu'il était loin devant, capable de se battre seul contre 2 soldats romains. Le guerrier réalisa également que sa force devait être le fruit de son régime, ce qui la frustra de voir qu'il ne partagerait pas le secret avec elle. Cela la fit regarder le cadeau qu'il lui avait donné et réfléchir, avant d'être ramenée à la réalité par le protagoniste, alors qu'ils avaient enfin trouvé les escaliers. Pendant que le héros soulignait qu'il devait relocaliser la sortie chaque jour, sa partenaire expliqua que cela devait être fait pour embrouiller les concurrents. Voyant que tout se réinitialisait chaque jour et que les concurrents n'avaient que 24 heures à passer sur chaque étage, ceux qui ne pouvaient pas suivre le temps devaient être laissés confus. Sodium proposa de passer au prochain étage pour recueillir des informations et demanda au héros s'il était d'accord avec elle. Le protagoniste affirma qu'il devait compter le temps depuis leur arrivée. Avant d'accepter de passer à autre chose, ce qui laissa sa partenaire intriguée. Ayant supposé qu'il voulait encore farmer un peu plus, les guerriers se rappelèrent les mots du chasseur concernant le fait de garder ses valeurs et son espoir, la faisant se demander si ces choses existaient vraiment sur ce continent. Malgré tout, On So-young choisit de s'appuyer sur son pouvoir actuel pour gagner en force, mettant cette question de côté jusqu'à ce qu'elle rende l'appareil. Chamu-yuk précisa qu'ils étaient toujours au même étage. Seuls les monstres changeaient. Juste à ce moment-là, la partenaire de nos héros pointa les monstres qu'ils reconnaissaient comme des gnolls, expliquant à quel point ces créatures étaient redoutables. Le héros proposa de les éviter et de passer au 2e étage. La raison principale de cette fuite était que le monstre de montagne n'avait pas de cœur, se demandant si les lézards étaient les seuls. Notre héros affirma que chaque étage abritait un type de monstre, donc 4 au total, mais la dame soutenait qu'il y en avait 5, en comptant les nains de glace. Cela lui faisait espérer que le dernier type serait. Quand soudain, nos héros entendirent un bruit. On So-young demanda au héros s'il voulait toujours aller au niveau 2, expliquant que ce serait bon pour les infos. En arrivant au 2e étage, alors que le héros pointait la décoration étrange, sa partenaire se demandait toujours d'où venait le bruit. Le consommateur de cœur proposa de trouver la source. Sa partenaire regarda l'heure et dit qu'ils avaient du temps avant la grande réinitialisation, puis suggéra d'explorer cet étage. On So-young souligna qu'il devait aussi jeter un œil aux autres étages et qu'il ne pouvait pas perdre de temps, ce avec quoi il était d'accord. Sur ce, nos héros avancèrent, la guerrière utilisant son épée pour fissurer les murs. Chamu-yuk la félicita pour ce mouvement façon Hansel et Gretel, tandis qu'elle expliquait que cela visait à réduire le temps de recherche. Elle l'interpella sur le fait de la laisser gérer le temps et l'emplacement des escaliers, ce qui agaça le protagoniste, qui oubliait toujours ces détails. Malgré tout, il ne pouvait s'empêcher de se sentir rassuré d'avoir quelqu'un sur qui compter pour la première fois afin de compenser ses erreurs. Nos héros remarquèrent que cet étage était presque dépourvu de monstres, jusqu'à ce que la guerrière soit alertée par un bruit. Avant que le héros puisse parler, elle le poussa pour entendre le son étrange. Réalisant qu'il s'agissait d'une voix sinistre, le protagoniste indiqua que cela devait être le signal alertant les équipes de ceux qui restaient trop longtemps au même étage. Cela dit, il théorisa que la source du bruit devait être leur montre. Chamu-yuk proposa de jeter un œil aux monstres et aux aventuriers qu'ils attaquaient, alors la dame lui demanda de ne pas se faire attraper. En jetant un coup d'œil, ils trouvèrent un groupe de concurrents luttant contre un grand nombre de monstres. Celui avec l'épée rouge grimaça. Le bully leva sa lame pour attaquer. Se demandant pourquoi l'étage était soudainement envahi par des zombies, il blâma son échec sur ses 7 compagnons et regretta de ne pas avoir atteint les escaliers à temps, car il n'avait pas été informé que leur emplacement changerait chaque jour. Baekhyul était dans une situation difficile, pressé par le temps pour trouver les escaliers, mais les zombies rendaient cela impossible. Alors que le bully disait qu'il allait foncer, il remarqua quelque chose d'étrange. Alors que certains zombies le pointaient, l'aventurier recourut à la magie pour repousser les créatures sombres. On So-young expliqua qu'elle avait un pressentiment sur celui qui les traquait, avant de compter 40 zombies, tandis que son partenaire affirmait que les zombies entrants le mettaient mal à l'aise. La dame expliqua que l'homme puissant avec 3 compétences serait probablement le seul à survivre. Baekhyul avait explosion coordonnée, renforcement d'armes, bouclier d'ombre et renforcement de peau. Cela fit réaliser à On So-young qu'il pourrait vraiment être l'espoir du clan du Dragon Noir, vu à quel point il semblait soutenu, ainsi que les grandes réserves de magie qu'il affichait. Le bully était agacé par les zombies. Il éclata de colère en activant une aura bleue, laissant le protagoniste choqué. Baekhyul commença à détruire les monstres à volonté. Le héros reconnut leurs compétences, la gloutonnerie du mage Romaha, unique au colon. Ce pouvoir permettrait au bully d'augmenter temporairement ses stats en volant des points à son adversaire, idéal pour créer des occasions d'attaque.
Notre héros comprit que cela compliquerait ses propres compétences. Mais en regardant l'état actuel de la bataille, le jeune homme comprit que la victoire était encore possible. Et juste au moment où On So-young proposa de laisser les 8 hommes à leur sort, elle fut stupéfaite d'entendre le protagoniste suggérer de venir à leur secours. Et bien qu'elle ait du mal à y croire, il confirma sa suggestion. La guerrière mage se demanda quel était le plan du chasseur, qui affichait un sourire malin. Alors que les zombies s'étaient tranchés, elle pensa qu'ils avaient dégagé un chemin, mais ils se heurtèrent à plus de morts vivants. Voyant qu'il était submergé par des zombies, l'homme pensa que c'était la fin pour lui. Il commença à planifier de laisser son équipe derrière pour s'échapper et en rejoindre une autre. Le seul problème était qu'il ne connaissait pas l'emplacement des sorties, mais juste à ce moment-là, un cri se fit entendre. Le protagoniste, qui prétendait à peine être arrivé, fit semblant d'être effrayé par la horde de zombies. Voir ce nouvel arrivant, probablement attiré par le bruit, redonna espoir au corps. Il proposa donc au jeune homme de rejoindre son équipe s'il faisait face aux zombies. Il fut agacé par le refus du héros, face à la mort par les zombies. Le protagoniste cria à quelqu'un de retrouver les escaliers, choquant tout le monde, car il connaissait les coordonnées de la sortie. Ce détail attira également l'attention des autres concurrents, qui suivirent le protagoniste et lui demandèrent de l'aide, mais notre héros se tourna vers eux. Et les retourna avec un large sourire, laissant tous particulièrement agacés et choqués, surtout le chef de l'équipe, qui déchira son chemin à travers les zombies, déterminé à éradiquer celui qui se moquait de lui, de la manière la plus brutale possible. Ainsi, le groupe d'aventuriers se fraya un chemin à travers les zombies. Le chef en colère ordonna à son équipe de bouger. Son mal de tête dû aux compétences activées était éclipsé par sa rage. Il déchira son chemin parmi les morts vivants. Pourtant, après un certain temps, il réalisa qu'il avait perdu de vue notre héros, alors qu'un de ses hommes lui faisait remarquer que les morts vivants prenaient du terrain. Le chef d'équipe lui ordonna de se taire alors qu'il cherchait le gars vers la liberté, qui se retrouva face à un zombie qu'il repoussa immédiatement. Le bully ordonna à sa victime de s'approcher. Bayucho. Particulièrement agacé par le fait que le jeune homme n'était pas assez puissant pour abattre un seul mort-vivant, il remarqua l'un d'eux à côté de lui, qu'il trancha rapidement sans hésitation, pensant à quel point le faible osait s'enfuir, le laissant avec des pulsions violentes envers le héros. Après avoir couru un moment, le chef d'équipe demanda s'il manquait quelqu'un. Un de ses hommes répondit que tout le monde était blessé mais vivant. Le bully se contenta de cela, réalisant leur situation létale. Et juste au moment où il commença à penser à l'importance de localiser la sortie, ses yeux tombèrent dessus. Et juste au moment où les aventuriers étaient remplis de bonheur et de soulagement, le fort leur rappela qu'ils devaient d'abord s'échapper de l'étage. Le chef fatigué expliqua qu'ils iraient au niveau 1 au lieu du niveau 3. Les morts-vivants s'apprêtaient à lancer une nouvelle charge, et ainsi les aventuriers terrifiés s'échappèrent du niveau et fermèrent la porte derrière eux, laissant les morts-vivants affamés et insatisfaits. En arrivant au niveau 1, le bully réalisa à quel point la structure de la tour était bizarre, voyant que son premier niveau était une grotte. Et juste au moment où il voulait reprendre sa recherche du larbin, l'un de ses hommes s'approcha soudainement, lui ordonnant de chercher celui qui s'était moqué de lui. Pourtant, le jeune homme affirma qu'il devait d'abord se réorganiser, voyant que les troupes avaient besoin de se reposer et de soigner leurs blessures pour pouvoir se battre à nouveau. B n'eut d'autre choix que de se ranger à cette logique, car le repos était actuellement une urgence. Il demanda donc à ses hommes de trouver un endroit loin de l'entrée pour éviter les ennemis. Pendant ce temps, notre héros entendit tout derrière le mur et était étonné, ainsi que content d'avoir correctement prédit que les aventuriers se dirigeraient vers le premier étage. Il leur demanda de faire de leur mieux pour survivre, même s'ils souhaitaient leur mort. Peu après, il s'approcha de sa partenaire, qui lui reprocha son retard. Il expliqua qu'il devait rester caché jusqu'à ce que l'ennemi parte. Chameau Yu commença à se vanter de son plan pour sauver l'ennemi, sans qu'il ne s'en aperçoive, affirmant que le zombie rendait son acte plus réaliste. La fille, déconcertée, décida de le louer ironiquement. Notre héros lui demanda pourquoi elle avait commencé sans lui, malgré le risque d'être submergée par les zombies, et elle désigna le bruit venant d'en haut. Il expliqua qu'une autre équipe, ayant reçu une pénalité, devait l'avoir attiré les zombies, ce que le protagoniste trouva triste, avant de proposer joyeusement d'extraire la récompense du corps des morts-vivants. Peu après, un aventurier sur l'anneau de la mort se retrouva entouré de zombies et rassembla ses dernières forces. Avant de charger les créatures, il se fit mordre au cou. En le voyant se faire dévorer, les héros réalisèrent qu'ils ne pouvaient rien faire pour lui. La fille proposa d'avancer après le départ des zombies, ce que notre héros accepta.